Bonjour à tous, merci à chacun d'être présent pour la première assemblée générale de l'association On a une note dose, qui n'a pas tout à fait un an. Donc on a monté l'association avec 6 autres membres fondateurs qui sont que vous pouvez voir là justement devant la salle. Donc peut-être juste revenir sur le pourquoi un petit peu de l'association. Voilà, nous, on est vraiment issus au départ des actions dans l'espace public qui se sont mis en place suite à la mise en place du pass sanitaire. Oui. Donc nous, on est vraiment issus des actions qui se sont mises en place suite à l'application du pass sanitaire et des obligations vaccinales. On était vraiment en faveur d'une liberté de choix et du consentement libre et éclairé. Donc on a commencé ça permet de revenir un petit peu en arrière, donc juillet 2021. Par la suite, du coup, il y a eu pas mal d'actions, donc on a beaucoup été dans la rue. Et donc c'est un petit peu émouvant aussi quelque part de se retrouver aujourd'hui, ici, dans une salle, de sortir un peu de cet espace où justement, en fait, il y a des revendications qui sont à l'extérieur parce qu'il n'y a nulle part où aller d'autre à ce moment-là. Et donc quelque part, là, c'est vraiment en phase aussi avec le contexte, avec cette libération de la parole, avec le fait que on essaie tous de commencer à construire des réponses, à se mettre en lien. Et à sortir petit à petit de la rue pour commencer à être reconnu et de faire reconnaître aussi toute cette cause. Donc voilà, à l'issue des manifestations, on rencontre Julia Walter, donc c'est au mois de mai 2023. Au départ, la toute première action pour les victimes des injections Covid, c'était donc décembre 2022. On rencontre ensuite Julia via Dominique Bodino qui nous a mis en lien, et donc pour nous c'est la première fois qu'on rencontre en fait vraiment une victime. Avant pour nous c'était ce qui se passait sur les réseaux, c'était des portraits, et là de vraiment rencontrer quelqu'un, et pour le coup c'est pas n'importe qui non plus parce que elle a eu vraiment beaucoup de courage, et elle s'est très vite en fait mise aussi en action parce que elle s'est engagée assez vite dans une procédure contre le laboratoire Pfizer, et c'est quand même pas rien de se retrouver en direct comme ça face à un laboratoire pour avoir juste eu l'occasion de lire un courrier, parce que c'est pareil, nous ça fait 3-4 ans qu'on parle un peu de tous ces grands labos, etc. Mais pareil, c'est fictif. Mais quand on a un courrier et puis qu'on voit que oui, en fait c'est le laboratoire directement, c'est là où on réalise aussi le courage qu'il faut en étant victime de tout exposer, son nom, sa situation, c'est des personnes qui ont des enfants, qui ont des familles, donc c'est vraiment pas rien. Et donc on continue ces actions là dans l'espace public, et il y a cet événement marquant à Vierzon, donc c'est février 2024, où du coup l'ensemble des collectifs et associations sont regroupés dans le centre de la France, et où là du coup on était quelques membres en amont de l'association qu'elle créée présents. Donc Joël qui a fait beaucoup de liens aussi avec les associations d'aide aux victimes, qui a beaucoup fait de liens avec Mathieu, rencontré Macha, etc. Et c'est vrai que ça a été un choc en fait de vous rencontrer, parce que on était habitués à Julia, et puis là on rencontre plein de Julia partout qui sont déjà organisées, qui rassemblent beaucoup de victimes, plus de 700 adhérents et 550 victimes, donc c'est vraiment énorme. Et de voir que c'est des personnes qui sont déjà engagées dans des démarches, qui ont du courage, qui sont exposées, qui sont sur des procédures, etc. Et là on se dit ok, il faut qu'on passe un cap. En fait, il y a ce fameux déclic de se dire on va se structurer, et puis cette réflexion de se dire il y a les victimes des faits indésirables, il y a les proches de victimes de personnes décédées, et aussi d'intégrer l'ensemble des victimes de la campagne vaccinale. Donc c'est vraiment comme ça qu'on présente les choses, en rassemblant vraiment les vaccinés, les non vaccinés, les professionnels de santé suspendus, tous les professionnels qui ont été soumis à une obligation, mais du médico-social, mais il y a d'autres professions aussi qui ont eu la contrainte, notamment via le pass sanitaire et autres. Donc vraiment de se dire, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert sous plein de formes différentes. Comment on fait en fait pour créer du lien entre toutes ces personnes? Comment on fait pour se rassembler, se défendre, être sur des recours, et puis réaliser qu'en fait on est tous les versants d'une même pièce en fait. On est l'ensemble du puzzle qui fait que ils ont été beaucoup trop loin. Ils ont à la fois pas respecté le consentement, le consentement libre et éclairé, et puis les atteintes aux droits fondamentaux. Donc c'est vraiment insupportable à cet endroit-là. Et puis donc on a cette discussion qui fait que de fil en aiguille,
L'association On a une dose est née avec un nom qui essaie de rassembler un petit peu l'ensemble des personnes et des victimes. Et donc voilà, un grand merci en tout cas à vous d'être présents aujourd'hui. Voilà, il y a des victimes aussi qui ont fait le déplacement là de Lorraine exprès. Donc merci à vous d'être présents. Dans l'assemblée, voilà, il y a des soignants suspendus. On voit aussi du coup des résistants qui étaient là vraiment de la première heure, voilà, dès les manifs de 2021. Et du coup, c'est beau de rassembler voilà, ces différentes personnes autour de cette cause commune. Puisque voilà, aujourd'hui il va falloir qu'on puisse avancer, qu'on remonte les chaînes de responsabilité et qu'on puisse voilà, avoir réparation, l'aide médicale pour les personnes, l'indemnisation pour les suspendus, un mea culpa national, enfin voilà, ça va être un combat de longue haleine, mais le fait est que, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est aujourd'hui vraiment on a longtemps attendu en se disant mais qui va nous rejoindre, qui va prendre la relève aussi un petit peu de ce combat, comment on va faire pour avancer. Et véritablement, aujourd'hui, l'espoir, il est dans les victimes et les proches de victimes, parce que vous incarnez vraiment ce qui se passe, vous incarnez le mal qu'ils ont fait, vous l'exposez à la lumière, et c'est vraiment grâce à vous qu'on va arriver, par vos situations individuelles et la démarche vraiment collective aussi, à avancer de plus en plus vers la vérité. Donc merci vraiment à vous. Parce que voilà, vraiment, si on arrive à avoir gain de cause sur tout ce qui se passe, ça sera grâce à vous et voilà, tout ce que vous faites aussi pour réparer vos situations individuelles, mais ça réparera aussi le collectif, ça on en est convaincu. Voilà pour les petits mots d'introduction. Voilà, donc déjà un petit peu voilà, retracer le pourquoi du comment, mais sinon du coup voilà, notre association, donc on est vraiment présent en Alsace-Moselle, on est une association de droit local, loi 1908, qui nous permet d'avoir quelques petits avantages, ça on en parlera un petit peu tout à l'heure, donc 7 membres fondateurs qui auront l'occasion de se présenter. Aujourd'hui, ce qu'on est en capacité de proposer aux... Oui, en fait, la lumière, je crois qu'elle est automatique, on ne peut pas l'éteindre. Ou alors, il ne faut plus bouger du tout. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on est en mesure de proposer au niveau de l'association, donc bien sûr, c'est voilà, un accueil, une écoute, de l'information, de l'orientation. On est vraiment en lien du coup avec d'autres associations, d'autres collectifs qui eux aussi ont des ressources. On pourra le présenter tout à l'heure. On propose aussi un relais de témoignages sur les réseaux, que ce soit du coup en vidéo, par écrit. Aussi, voilà, on a le collectif VVC 19 qui les retransmet aussi, qui les repartage sur sa page, voilà, sur son site internet. Donc c'est en fait l'intérêt aussi des témoignages écrits, c'est aujourd'hui il faut vraiment que le grand public il se rende compte des situations personnelles, de l'impact qu'il y a pu avoir à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit sur les conséquences aussi professionnelles, que ce soit sur les conséquences financières, le rapport à la famille, tout ce qui a pu se passer, donc à la fois pour les professionnels qui ont été impactés et pour les victimes et proches de victimes. Voilà, ce témoignage-là, passé aussi par l'écrit, ça peut être un moment aussi ça peut être thérapeutique en fait, tout simplement de pouvoir, voilà, pouvoir faire un petit peu le point sur sa situation à un moment donné, pouvoir parler aussi de ses ressentis, c'est vraiment très important. Donc ça après, c'est vraiment à chacun de le sentir. Et en même temps, derrière, ça permet voilà, au grand public de réaliser un petit peu plus ce qui se passe au travers de vos situations individuelles. Et aussi, ça peut donner l'élan en fait, à d'autres victimes ou d'autres professionnels suspendus d'engager aussi des démarches derrière pour se dire « Ok, ça résonne avec ma situation, il y a vraiment un écho et moi aussi, je vais passer le cap de témoigner aussi à mon tour. » Et petit à petit, au fur et à mesure des témoignages, nous, derrière, ça nous donnera aussi la légitimité en fait, d'aller voir des institutions. Pour petit à petit voilà, faire des revendications concrètes et avoir de la crédibilité. Donc aujourd'hui, on a à peu près 14 témoignages publiés de personnes victimes des faits indésirables. On commence aussi les témoignages avec les professionnels de santé. Mais voilà, on a forcément besoin qu'il y en ait un petit peu plus pour pouvoir continuer nous, les rencontres avec les institutions. Donc ensuite, voilà, on monte un partenariat avec le cabinet Rizacher-Guyon, donc surtout avec Nancy Rizacher, qui est avocate sur Épinal, qui a beaucoup défendu les suspendus voilà, ces dernières années et qui se propose vraiment voilà, on monte un partenariat avec Convention.
Donc ça, je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Donc les adhérents à notre association ont droit à un échange téléphonique gratuit pour être informés sur leurs droits et sur les différents recours juridiques en fonction de leur situation. Donc en fait, une fois que la personne elle adhère, on a un premier échange du coup avec les membres de notre association. Et ensuite, on fait la mise en lien en fait avec l'avocate. On prépare un petit peu les éléments avant la mise en lien avec l'avocate. Et sinon, du coup, l'autre aspect qui est très important, c'est l'interconnaissance entre victimes, entre soignants, puisque voilà, on est dans un combat qui est très compliqué, on avance petit à petit, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est aussi, vous avez tous beaucoup d'informations les uns les autres à vous apporter. Et voilà, cette interconnaissance déjà permet aussi à chacun de ne pas se sentir seul et de pouvoir se donner des conseils, que ce soit lié à des démarches, MDPH, à trouver un médecin qui veuille bien faire un diagnostic sur tel type de pathologie, pour que les victimes aussi elles s'entraident à essayer de savoir quelle pathologie elles ont, parce que beaucoup sont encore en errance aussi médicale. Donc vraiment l'entraide entre victimes il est vraiment très important, et on a un groupe Telegram du coup pour que les victimes entre elles puissent se donner des informations. Okay. Donc je vais laisser chaque membre du CA dire quelques mots et se présenter pour que vous puissiez aussi bien nous identifier. Voilà. Donc Julia Walter, porte-parole de l'association On a une autre dose. Et un petit parallèle avec Avictime, je suis également, je fais partie du conseil d'administration. Ouais, c'est vrai que on en a fait des choses depuis 1 an. J'aurais jamais cru que il y a 4 ans, on est autant d'associations, on est autant de rencontres, parce que vraiment, en fait, faut replacer l'humain à sa place aujourd'hui. En 2021, quand je me suis fait injecter ces 2 doses, donc j'ai eu une péricardite post-vaccinale. Par la suite, j'ai développé pas mal de choses parce que mon système immunitaire il est encore très affaibli. Je suis encore malade à ce jour. Je m'attendais pas à vivre tout ça. Je m'attendais pas à me sentir si seule au début. J'ai fait des vidéos tout de suite en août 2021 pour voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient tout simplement une péricardite comme moi, parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir autant d'effets secondaires comme on peut le voir aujourd'hui. La liste est longue. Et suite à ces vidéos, j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Les colères des rues. Et à l'époque, j'ai pu parler sur ce groupe Facebook qui a pu me donner la parole. On a fait pas mal de live à l'époque et j'ai rencontré beaucoup de monde finalement qui avait beaucoup de problèmes de santé, des gens qui étaient magnétiques, où on pouvait se coller, ils pouvaient se coller des choses, à la fin ça tenait tout seul à la peau. Moi-même, j'ai une cuillère qui pouvait tenir tout seul ici au niveau du côté du point d'injection, au niveau du cœur. C'était assez hallucinant. On n'est pas, vraiment c'est comme ça que j'ai décidé en fait d'en parler parce que je trouvais pas ça normal. Je comprenais pas pourquoi j'étais malade comme ça. Les douleurs que je pouvais ressentir dans le cœur, ces moments de solitude, ces moments d'angoisse, de me dire que mon cœur allait s'arrêter, parce que vraiment des douleurs qu'on connaît pas, quand on les vit pas, c'est très difficile de les expliquer aux autres. Et en fait, le fait d'être visible sur les réseaux sociaux, de pouvoir parler, de pouvoir témoigner de ce qui m'arrivait, de rencontrer d'autres personnes qui vivaient peut-être des choses soit similaires, soit des choses différentes, mais en fait, on se comprenait tellement bien de pouvoir parler de nos souffrances. Et c'est la Corse qui nous a mis en lien avec des gens de ma région, c'est quand même terrible. Mais c'est tellement formidable aujourd'hui de pouvoir tisser tous ces liens, d'être compris, d'avoir des amitiés exceptionnelles, des gens qu'on aime vraiment. Je savais pas qu'on pouvait aimer comme ça, vraiment des gens incroyables. Et donc donc effectivement au mois de mai, Dominique Bodino qui a la carte de France VIAC 19 où on peut faire son propre portrait en tant que victime, nous a mis en contact avec Cynthia et Joël que j'ai rencontrés. Voilà, on s'est beaucoup vus, on a été à Vierzon l'année dernière, c'est là qu'il est né l'idée de l'association On a une autre dose, pour pouvoir recenser, comme dit, les victimes de notre région, pouvoir se rassembler, pour pouvoir se rencontrer,
Petit clin d'œil à Monique, qu'on s'est déjà fait des petits cafés ensemble pour pouvoir se voir en fait. Et il ne faut pas hésiter, moi en tant que porte-parole, j'ai envie d'être présente pour les victimes parce que je n'ai plus envie qu'on se retrouve seul. J'ai plus envie qu'on se dise, voilà, il n'y a personne pour m'écouter parce qu'il y a des gens qui n'ont personne, pas de famille, pas d'amis. Et ça aujourd'hui, c'est plus pensable pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me contacter, même si des fois je réponds pas toujours tout de suite non plus parce que c'est vrai que je suis très fatiguée, je vous avoue que c'est pas toujours évident. Mais j'essaye de faire de mon mieux, même pour aider pour tout ce qui est dossier MDPH, voilà, étant passé par tellement de choses. Le nombre de médecins que j'ai vus, j'en ai vu plus d'une dizaine en bientôt 4 ans. J'ai fait beaucoup d'examens. Donc c'est vrai que je peux apporter mon expérience vu que j'arrive au bout du bout. De tout ça aussi. Je suis donc reconnue à 80% d'handicap et d'invalidité par la MDPH aujourd'hui. Le combat était long, j'ai quand même fait 2 dossiers et un recours pour pouvoir en arriver là. J'ai une auxiliaire de vie qui vient à la maison pour l'instant 4 heures par semaine pour m'aider sur tout ce qui est temps de repas pour le soir. Ça m'évite de me fatiguer le soir et de pouvoir me consacrer à mes enfants et uniquement à elle. Quand mon mari travaille, parce que il faut bien qu'il y en ait un qui travaille, il y a des factures à payer pour tout le monde malheureusement. Voilà, donc je peux apporter cette aide là-dessus, tout ce qui est MDPH, Sécu. J'ai pas encore passé la case invalidité à la Sécu, mais j'ai eu il y a pas longtemps un premier entretien avec le médecin conseil qui était assez folklore. Voilà, vous avez Solidéclat aussi pour pouvoir faire remonter vos effets secondaires à la pharmacovigilance. Donc ils vont vraiment vous écouter, prendre en compte chacune de vos souffrances et de vos pathologies pour pouvoir les mettre, pour expliquer ce qui vous arrive, les faire remonter dans les différentes pharmacovigilances de France, parce qu'il y en a plusieurs, et voilà, avoir un retour pour que ce soit fait remonter. Il faut savoir que, alors on disait qu'il faut à peu près 50 cas d'une même pathologie pour que voilà, ce soit pris en compte. Donc moi j'en ai quand même pas mal. La péricardite post-vaccinale, la spondylarthrite ankylosante, l'encéphalomyélite myalgique, le SAMA, syndrome d'activation mastocytaire, troubles cognitifs, perte de mémoire, et puis ce système immunitaire qui est aujourd'hui affaibli, où je me supplémente par complément alimentaire pour juste éviter de pas trop tomber malade en hiver. Donc voilà, tout ce qui est vitamine C, vitamine D, du zinc, du sélénium, voilà, des choses de base pour pouvoir s'aider en fait. Et vraiment essayer de se soigner avec des plantes. Parce que là, je suis sous biothérapie pour ma spondylarthrite et j'ai pas mal d'effets secondaires à côté. Donc lundi, j'ai rendez-vous avec mon interniste et va falloir qu'on discute parce que d'un côté, ça soigne, ça baisse un peu les douleurs, mais de l'autre, ça amène beaucoup d'effets secondaires aussi, donc c'est compliqué en fait, c'est très compliqué. Voilà, donc vraiment là pour tout ce qui est écoute, conseil, pour qu'il y ait de moins en moins d'errance médicale, qu'on puisse mettre aussi en avant les médecins qui sont là pour nous aider. Moi j'ai quand même des médecins qui m'écoutent et qui prennent en charge mes pathologies et qui prennent en compte aussi ce que je dis, parce que ma parole en tant que victime est super importante. On connaît notre corps, il faut s'écouter, ça c'est super important. Parce que votre attitude face au médecin va aussi être déterminante pour l'entretien que vous allez avoir avec ce médecin face à vous, qui va pas forcément vous croire, qui va pas forcément dire que effectivement ça vient de ces injections. Donc c'est pas toujours évident d'être cru, mais si vous avez déjà cette conviction, c'est déjà très important. Voilà, il faut vraiment se renseigner sur vos pathologies et être, j'ai envie de dire, au top sur le sujet. Parce que le fait de savoir de quoi on parle, le fait de savoir comment on vit les choses et nos pathologies, en fait, ça permet aussi au médecin en face de vous de dire « Ah, bon, cette personne, elle sait de quoi elle parle, en fait. Elle a ses souffrances, elle a ses pathologies. » Mais voilà, elle se bat. Moi, quand un médecin me dit quelque chose, je réfléchis quand même à ce qu'il me dit. Je dis pas oui et amen à tout, parce que eux, ils vont vouloir forcément mettre des traitements. Je dis pas, il faut les faire. Moi, je prends ma biothérapie. Je suis prête à tout tester pour pouvoir être soulagée, en fait, parce que en fait, on est là comme ça, mais quand on est chez nous, allongé sur un canapé où on est vraiment dans un sale état, c'est très 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 compliqué.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'écouter. Il ne faut pas avoir peur en fait, de répondre au médecin. On peut avoir des divergences, on peut se respecter aussi. Mais en fait, il ne faut pas se laisser tout dire. Et il faut vraiment être acteur de sa santé, en prendre soin, avoir confiance en soi et ne plus se laisser juste faire par les médecins. Oui, ils ont fait des études, mais je pense qu'eux aussi ils peuvent se remettre en cause en disant bon, effectivement, j'ai appris ça à l'école, mais voilà, je pense qu'on peut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit. On peut peut-être soigner autrement, avec des choses peut-être plus naturelles aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait encore discuter sur tous les médecins et tout ça. Mais voilà, à nous, patients, de faire peut-être aussi changer un peu les mentalités et de les aider aussi. Voilà. Et puis pour finir, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, on est là, chacun des membres, pour répondre à vos questions. Si d'ailleurs quelqu'un a des questions, c'est le moment. Bon, alors je passe la parole. Alors moi, donc, je suis Christian Ligou, je suis le trésorier de l'association. J'avais participé aux premières rencontres citoyennes à Vierzon, mais c'était pas par rapport aux effets indésirables, c'était en tant que je tenais le stand des parents en colère. Donc j'ai vu ce qui s'y passait, effectivement. Et lorsque Cynthia m'avait demandé pour participer à la création de l'association, c'est vrai que j'ai un peu hésité parce que j'avais déjà pas mal de choses. Voilà, me voici. Et c'est aussi un peu rendre hommage à ma petite sœur qui était de ce monde avant la vaccination et qui n'est plus aujourd'hui. Elle travaillait en ESAT, ayant un léger handicap, et elle a dû recevoir X doses. Je n'ai pas pu, étant éloigné déjà par cette raison-là, mais aussi d'autres raisons, je dirais familiales, l'aider. Et c'est aussi ma volonté de participer pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin par rapport à tout ça. Voilà. Voilà, bonjour, donc moi je m'appelle Joël, donc Joël Jekiel, je suis le vice-président de l'association On a une autre dose. Donc je suis issu à la base des collectifs qui se sont dressés contre le pass sanitaire. Donc au niveau du Bas-Rhin, les collectifs barinois qui se sont dressés contre le pass sanitaire. Sur Agno, le collectif Les Loups de la Liberté. D'ailleurs, les apéros des Loups de la Liberté ont lieu toujours tous les mercredis à 19h, place de la Gare à Agno. Donc ça fait maintenant, ça fait plus de 3 ans, on approche des 4 ans. Et également le collectif Antipass 67, donc sur Strasbourg, qui dès l'été 2022 a mis en place des manifestations statiques. Alors, d'une part, c'était pour venir en aide au personnel soignant suspendu, car il faut quand même rappeler que le personnel soignant suspendu avait des fiches de paie négatives, et donc aucune rémunération, et pas le droit au resto du cœur. Hein. Voilà, hein, donc ils étaient vraiment considérés comme vraiment des moins que rien. Donc ça a duré près de 2 ans pour ces personnes-là. Et également, ce qui est venu à ce moment-là, c'était les premiers portraits de victimes des injections, comme les portraits de Maxime Beltra, Sofia Benarira ou Mélanie Massip. Et donc ces actions ont eu lieu de manière hebdomadaire, puis de manière mensuelle. Et donc avec Cynthia, c'est là que lors des rencontres citoyennes internationales, on a donc à 7 membres décidé de créer l'association. Donc moi, pour ma part, j'ai également rencontré Christian. Donc nous, c'était à l'occasion, c'était pour avec le collectif Parents en colère, lorsque Madame Autran, qui remplaçait, alors c'est le COVARS qui remplaçait le conseil scientifique de Delfrécy, et il parlait de remettre en place les masques pour les enfants. C'était courant de l'année 2022, et c'est à ce moment-là qu'on a fait des actions devant les écoles au niveau du Bas-Rhin pour parler de ce sujet-là. Donc, voilà. Bonjour à tous, moi c'est Marc Heinrich. Je fais partie du comité, du bureau d'On a une autre dose, mais je ne suis de loin pas aussi actif que ni Cynthia, ni Joël, ni Christian, mais je suis un tout petit peu là
je prête main forte, ça va dire ça. Et moi, je suis arrivé on a eu notre dose de la même manière que nous tous ici. Hein. Donc, j'ai la chance de ne pas avoir d'effets secondaires. Les effets secondaires, ça a été un manque de salaire pendant 2 ans. Donc, ça a été ça mon effet secondaire. Je suis pareil, j'étais dans les manifestations avec Cynthia, avec Joël, on a eu notre dose. Et j'ai participé à la formation, à la création du syndicat Liberté Santé. C'est un petit peu l'ordre chronologique des choses. Et puis par la suite, j'ai aussi du syndicat Liberté Santé est issu de l'association Solidéclat. Donc Solidéclat était au début une émanation du syndicat et depuis elle vole de ses propres ailes. Et dans cette association-là, je suis aussi déclarant qu'en étant infirmier, je suis tenu. Il y a 5 professions qui sont obligées de déclarer tous les effets secondaires dont ils ont connaissance. Sans prendre position, sans dire c'est imputable ou pas, mais on a obligation de le faire. Donc c'est à ce titre-là que dans l'association Solidéclat, j'aurai l'occasion de vous la présenter tout à l'heure. À ce titre-là, je fais les déclarations des personnes de la région du Grand Est. Je parlerai également du syndicat parce que je suis aussi porte-parole, je suis aussi au conseil d'administration du syndicat. Donc bonjour, je m'appelle Jean, je suis assesseur dans l'association On a eu notre dose. Moi je suis arrivé dans ces collectifs il y a 2 ans. Alors dans l'association je suis assesseur, donc je m'occupe de vérifier les comptes et aussi je donne un coup de main pour tout ce qui est manifestation statique. Là par exemple il y a 2 jours on était à l'ANSM, donc je ne sais pas si on vous en parlé après, c'était très intéressant sur l'attitude qu'ils avaient vis-à-vis de nous, etc. C'était cocasse en fait. Et sinon, oui, moi je suis, par rapport à ce qu'on fait, je suis assez... je trouve ça étrange qu'on puisse pas en France obtenir indemnisation pour les dommages causés par les injections. C'est-à-dire qu'on peut obtenir en France indemnisation de tout. En fait, quand vous avez un accident de la circulation, vous avez indemnisation. Quand vous avez un accident du travail, quand vous avez n'importe quel dommage en France, il peut être réparé. Mais apparemment, il y a un dommage où vraiment il y a d'énormes réticences. On se demande pourquoi. Hein. Bon. Eh bien, c'est les dommages causés par les injections en général, celles du Covid, les autres aussi. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, en fait, ça puisse être considéré comme tous les autres dommages, c'est-à-dire entraîner droit à réparation. Je vous remercie. Bonjour, Fabienne. Donc moi je suis une soignante suspendue, je suis la conjointe de Marc, donc on était 2 soignants suspendus. Donc ça a été, ça a été très difficile. Mais on va dire dans toute cette situation dramatique, c'est qu'on a vraiment recréé du lien à travers les manifestations. Moi on a rencontré des gens formidables, on a recréé du lien. L'humain est du nouveau au centre, on va dire, dans ces collectifs. On a créé aussi une association qui s'appelle Elsa. Dans un premier temps, c'était de venir rapidement dans l'urgence aux besoins des soignants suspendus, puisqu'il n'y avait pas de revenus. Donc, du coup, moi, je tiens à remercier qu'il y a quand même des petits agriculteurs, des maraîchers qui se sont mobilisés, en tout cas dans les AMAP, vraiment pour donner des paniers de légumes, des choses saines, pour les suspendus. Donc moi j'ai plus ou moins été un petit peu la coordinatrice par rapport au panier. Je faisais de la récolte aussi de dons alimentaires. Et c'est vrai qu'à cette époque, je me suis rendu compte aussi que l'alimentation, ça fait aussi partie de la santé. Et ce que je dis toujours, c'est que dans un élan de générosité, on a des gens qui ont vraiment voulu donner vraiment de leur cœur. Mais en fin de compte, c'était des produits qui étaient vraiment de mauvaise qualité. Et en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience que la santé, c'est aussi l'alimentation. Et voilà. Et donc, avec tous les collectifs, j'ai rencontré Christian, Cynthia, Joël, toute l'équipe. Et puis, bien sûr, notre mascotte, Julia, voilà. Et c'est vraiment des belles personnes.
Et vraiment, c'est une belle construction. Et moi, j'ai besoin de me reconstruire. Et je pense que pour moi, les victimes, on est victimes aussi. Alors, bien sûr, on a pas mal physiquement, mais nous, c'est vraiment, on va dire, au niveau de la psyché, quoi. Voilà, c'est difficile aussi de se reconstruire. Mais moi, je suis contente vraiment de vous avoir connu. Et puis Mathieu, aussi, même si je viens juste de le voir physiquement aujourd'hui, mais à travers tout ce que vous faites, c'est une vraie construction pour les soignants aussi suspendus. Et on est vraiment heureux que vous soyez avec nous dans le combat. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc voilà, vous voyez une équipe complémentaire, plein de compétences, plein de diversité aussi sur les raisons du combat. Et voilà, aujourd'hui, on est tous réunis pour la même cause. Donc voilà, l'association, elle existe depuis avril de l'an dernier. Donc pour vous faire juste rapidement un petit bilan de l'année 2024, qui a commencé, on va dire vraiment en mai pour nous, donc avec l'action portée par Julia à Haguenau, qui a rassemblé aussi l'ensemble des associations et collectifs d'aide aux victimes. C'était quand même un début assez intense, quoi, où il y a eu beaucoup de témoignages, donc c'est vraiment très chouette. Donc depuis sur l'année 2024, on a eu à peu près 63 adhérents, à peu près donc 7 victimes d'effets indésirables, 6 proches de victimes, et on va dire environ une douzaine de professionnels de santé impactés. Nous, le plus gros en fait de notre travail, vu qu'on était déjà sur le terrain depuis longtemps, déjà identifié, donc aussi positivement et négativement avec des étiquettes. Donc l'ensemble de l'année 2024, ça a été d'essayer d'être visible, d'aller aussi au-delà des personnes qui nous connaissaient déjà. Donc pas forcément évident, et puis aussi de pouvoir faire en sorte qu'on nous fasse confiance, victimes comme soignants. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc on a eu quand même environ, on va dire, 21 donateurs, à savoir que on a eu l'accord du Trésor public pour avoir des rescrits fiscaux. Donc c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui font des dons, on est en mesure du coup de vous faire une déduction fiscale. C'était pas forcément gagné d'avance, mais en tout cas ça a été possible. Donc on a eu une petite cinquantaine de prises de contact par mail. Ce qu'on s'est rendu compte aussi beaucoup, c'est que les personnes, elles mettent aussi, en tout cas pour nous, elles ont beaucoup mis de temps entre le moment où on a un premier contact mail, des premiers échanges au téléphone, le moment où après ils se disent ok, peut-être que je vais envisager de rejoindre l'association. Souvent, il peut se passer des fois 3 ou 4 mois. Donc là, il y a une accélération quand même depuis janvier. Mais après parce que en fait les victimes qui ont déjà beaucoup réagi, qui ont fait preuve de résilience, etc. Elles sont en capacité de se mettre très vite en ordre de marche parce que aussi au niveau forcément psychologique, etc. Elles ont déjà fait une bonne partie du travail. Et là on tombe aussi sur des victimes qui commencent seulement à prendre conscience du lien possible entre leur pathologie, le vaccin, etc. Il faut encore qu'elles fassent le deuil aussi de leur vie d'avant. Il y a un gros processus aussi psychologique qu'il faut intégrer, donc chaque chose en son temps. C'est un petit peu le retour qu'on peut faire. Donc on a eu 14 témoignages de personnes victimes ou proches de victimes qui ont pu être relayés aussi sur le site internet de VVC 19. Donc on a organisé 4 manifestations dans l'espace public, principalement à Strasbourg et à Haguenau, qui sont un petit peu nos fiefs. Voilà. Le partenariat aussi qui a monté avec le cabinet de Nancy Rizaché. Donc on est encore en train de consolider les choses. On a participé aussi à des événements du coup de nos partenaires, donc à Victime bien évidemment, Action 200 Belgique où Joël a pu se rendre à Namur, Ensemble pour les libertés aussi. C'était à quelle occasion ? Ah oui, le stand de septembre exactement. Et puis donc à Victime, il y avait effectivement le concert où bien sûr Julia était présent et Joël aussi, qui était un événement assez incroyable. Voilà. Très intense. 400 personnes. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose en fait de vous voir, d'avoir réalisé ça avec autant de personnes, autant de victimes qui prennent la parole. Vous avez, je pense, créé une percée comme ça dans le silence qui est assez incroyable et qui était très belle pour le coup. Même à distance, en visio, c'est vrai qu'on pouvait le ressentir. Vous pouvez retrouver le replay pour ceux qui voudraient s'immerger dans ce moment-là.
Donc il y a eu le fameux déplacement aussi à Vienne en Autriche, donc avec aussi là encore une fois une délégation française, Verity France, à Victime, Viac 19, qui était l'occasion aussi de rencontrer une association autrichienne, Impfhofer.info, et qui était vraiment surpris pour le coup de voir venir, voilà, il y avait quand même 5-6 victimes des faits indésirables qui ont fait le déplacement exprès. Et qui semblaient dire eux que voilà, il y a des victimes aussi qui les ont rejoints et voilà, venir aussi à des événements, venir dans l'espace public, sortir un petit peu de chez soi, voilà, ils ont pas forcément, et les personnes n'étaient pas forcément encore en phase de faire ça, et de voir que déjà en fait en France, voilà, je pense qu'on peut être assez comment dire, déçu et très critique sur ce qui se passe au niveau institutionnel, mais en tout cas au niveau de ce qui se passe des forces vives, des victimes en elles-mêmes, voilà, vous avez fait quand même un sacré bond en avant, et je pense que la France n'a pas à rougir de la capacité de résilience des victimes françaises. Voilà. Donc on a eu aussi la chance d'avoir voilà, des relais de médias indépendants. Donc voilà, juste quand même pour les citer, Dépêche Citoyenne, Thérèse Média Live, Le Reporter Indépendant, Néo Salva qui est avec nous aussi aujourd'hui, Le Dos Humani, Bellave Média, Les Colères des rues, qui aurais-je oublié, donc on a Serge aussi, voilà, Lorber qui fait nos photos et relaie aussi les vidéos. On pense à Jean-Marie, Steinmetz, voilà, qui sont aussi présents pour nous relayer. Donc c'est vrai qu'on a besoin vraiment de ça, parce que sinon, on est toujours un petit peu le même nombre, hein, mais voilà, c'est toujours cette question d'aller chercher au-delà des gens qui sont déjà convaincus et qui nous connaissent déjà. Donc après, on compte sur les réseaux sociaux et sur le bouche à oreille, forcément pour aller un petit peu plus loin. Donc on a pu avoir un début d'article dans les dernières nouvelles d'Alsace, mais bon, c'est tentative avortée. Donc c'était juste un article pour dire que voilà, on était une association d'Alsace-Moselle, qu'on se montait, voilà, et on allait proposer de l'aide aux victimes des faits indésirables et aux soignants qui ont été impactés. Et on annonçait du coup la manifestation du 14 septembre à Strasbourg, qui a duré que quelques heures. La rédaction en chef l'a fait supprimer. Et donc voilà, on aurait pu compter un petit peu sur les DNA pour se faire connaître un petit peu au-delà. Ça aurait permis en tout cas sans doute que d'autres personnes viennent nous voir, mais c'est toujours pas le cas. Donc malheureusement, c'est vrai que les médias locaux en Alsace, par contre, ouais, on peut faire un peu la grimace parce que pour le coup, il y a quand même Julia qui a une situation quand même assez hors norme, qui est en procédure contre Pfizer. Les médias, les radios, on leur a envoyé X mails, etc. Pour l'instant, on n'a pas de percée. Bon, ça viendra peut-être. Hein. On attend aussi que tu aies un petit peu le retour en avril de ta procédure. Voilà, tu auras l'occasion encore après d'en dire quelques mots. Donc on relancera à fond une communication là vraiment élargie sur la situation de Julien en se disant faut partir de sa situation individuelle, parler de l'association, je pense qu'il faut pas compter dessus, mais c'est vraiment en partant de la situation individuelle qu'on arrivera peut-être à faire une percée et derrière peut-être faire venir d'autres personnes. Voilà, et puis sinon on est présent sur 4 plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et Telegram, et on est maintenant aussi sur Hello Asso. Voilà, pour l'année 2024. Petit bilan financier, cher trésorier. Oui. Rapport du trésorier, Assemblée générale du 15 mars 2025. Les recettes de l'association durant l'année 2024 ont été de 5 797,02 €, représentés par 63 adhésions à 10 €, soit 630 €, 897 € de dons en numéraire, 1695,02 € de produits lors de statiques, la soirée estivale, les goodies. 2166 € de dons en renoncement de frais de transport. L'évaluation du stock des goodies, report à nouveau pour 2025, s'élève à 409 €. Les dépenses ont été de 4 895,31 €, représentées par les frais administratifs et un déplacement pour 819,41 €. Le petit équipement et matériel, 894,10 €. Les goodies, 1015,80 €. Les frais de transport, ceux qui sont dans les recettes sous la forme de renoncement de frais de transport, donc pour 2166 €.
La trésorerie était donc à fin 2024, fin du premier exercice de l'association, de 901,71 €, avec 655,46 € de solde sur le compte courant, 15,25 € de part sociale au crédit coopératif, où est donc le compte courant, et 231 € en caisse en espèces. Voilà pour le rapport du trésorier donc, pour l'année 2024. Donc j'ai vérifié les comptes de Christian juste avant, pendant 1 heure, et je pense que, enfin, je pense pas, ils sont bons, ils sont corrects. Ils sont... Comment ça se passe? C'est quitus pour la trésorerie. Alors, ce quitus, Pour la trésorerie. donc le quitus pour la trésorerie. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? C'est ça que je dois. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Donc, vous pouvez lever la main. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Donc, nous pouvons dire que c'est approuvé. Je vous remercie. Donc, petite présentation de nos actions, de notre agenda pour l'année 2025. Donc, le 18 janvier, c'était notre première manifestation sur Mulhouse. Donc, sur invitation d'une référente du parti Ensemble pour les libertés. Voilà, donc première manifestation à ce moment-là, au mois de janvier. Puis au mois de février, c'était la deuxième édition des rencontres citoyennes internationales à Vierzon, où nous étions cette fois-ci près de, alors je crois c'est 52 collectifs et associations. Alors je crois qu'on n'était même pas une vingtaine à la première édition de 2024. Donc on voit vraiment que les choses ont pris beaucoup d'ampleur. Voilà. Donc le samedi suivant, le 8 février, nous sommes rendus au loto de l'association à victimes, donc qui est représenté ici par le président Mathieu Dubois, à Bourbon-l'Archambault. Voilà, ça nous a permis également de faire d'autres rencontres, etc. Voilà. Donc jeudi 13 mars, moi j'ai pas pu m'y rendre, mais voilà, il y avait une manifestation devant la NSM, donc Agence nationale de sécurité du médicament, à Saint-Denis. 4 membres du conseil d'administration s'y étaient rendus, dont Julia, Cynthia, Jean et Christian. Voilà, donc les associations donc à victimes étaient présents, Verity France, d'autres lanceurs d'alerte. Voilà, nous également, voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est notre première assemblée générale de l'association, le 15 mars. Le 12 avril, on est invité par l'association L'Union fait la force 88 à Gérardmer, donc notre première manifestation en Lorraine, oui, donc on sera dans les Vosges à ce moment-là. Donc le 10 mai, alors c'est acté, on peut l'annoncer je pense, si tu l'as mis, c'est que c'est acté, ou pas? Voilà, on peut en dire 2 mots. Donc le 10 mai, il y aurait une action coordonnée avec associations et collectifs nationaux qui seraient relayés par le Mediabam. Donc ce serait, pour nous déjà sur Strasbourg, ce serait de mener une manifestation statique comme on le fait, mais un peu de la manière d'un multiplex. Il y aurait dans différents lieux de France, donc on espère naturellement que d'autres collectifs, alors je pense maintenant aux Lillois parce que le collectif Liberté Hauts-de-France fait des manifestations tous les samedis à Lille, mais d'autres endroits, je sais qu'il y aura peut-être un truc sur Clermont-Ferrand, voilà, avec l'association à victimes, dans le sud de la France également, différentes actions qui aurait lieu, et alors la tranche horaire, je pense qu'elle est encore un peu à définir, mais ça serait un peu du 14h-18h, où le Mediabam, en fait, donnerait la parole aux différentes actions qui auraient lieu dans toute la France. Voilà. Voilà. Oui, voilà, on en dira plus par la suite. Voilà, donc le dimanche 8 juin, donc il y aura une brocante à laquelle on sera, c'est du côté d'Orfelden, et ça reste à confirmer. Si tu fais bien de le dire, voilà. Et donc le samedi 28 juin, c'est notre soirée estivale. On en avait fait une l'année dernière, donc ça sera au siège de l'association à Ingvillers.
On espère revoir la chanteuse Chloé Sage, qui devrait pouvoir venir. Voilà, donc on peut juste se retrouver pour un moment convivial, pour voilà. A priori, ce sera pour partager des tartes flambées. Voilà. On pense que ce sera ça. Et pour le reste de l'agenda 2025, donc on pense à partir de septembre, on réfléchit à une autre action du côté de la Lorraine. Et voilà, voir une statique également de nouveau sur Agno. Mais bon, voilà à peu près pour l'agenda 2025. On ne parle pas du Tarn, je pense. Voilà, il y a d'autres rassemblements qui auront lieu en France. Mais pour l'instant, les dates sont peut-être pas confirmées. Ou alors, si bah Mathieu, je te laisse. Ouais. 13-14 septembre. 13 et 14 septembre, donc ça sera dans le Tarn. C'est Cécile Maïchak de Dose Humani qui coordonne l'action. Voilà. Voilà. Université d'été résistante, voilà, il y aura certainement une délégation qui viendra de chez nous là-bas. Voilà. Voilà, donc les projets sur l'année 2025, voilà, ça va être de consolider le partenariat avec voilà, le cabinet de Nancy, comme on l'a dit, donc on va faire une convention avec des engagements réciproques. Donc elle s'engage à proposer du coup un forfait pour les adhérents de notre association. Voilà, on sera en mesure de vous communiquer toutes les modalités bientôt. On est encore en train un petit peu d'échanger sur le sujet. Donc un forfait, voilà. Un forfait, et nous, de notre côté, à partir de maintenant, tous les dons qu'on va recevoir au niveau de l'association vont permettre de constituer une caisse solidaire qui sera en fait une avance sur les recours en justice engagés par nos adhérents, que ce soit du coup les proches de victimes des faits indésirables ou les soignants qui voudront engager des recours, que ce soit voilà contre l'État, contre les employeurs, enfin peu importe. Bien entendu, si les victimes elles veulent mobiliser un autre avocat, il n'y a aucun souci. Cette caisse solidaire, elle est ouverte voilà, à tous nos adhérents, mais on aura ce partenariat un petit peu privilégié avec Nancy pour que ce soit un petit peu voilà, posé, avantageux. Voilà, on est vraiment en train de construire un petit peu les choses. Ce qu'on demandera, c'est que les personnes elles soient adhérentes à l'association au moins depuis 3 mois et au moins pendant 3 ans. Et nous, on proposera aussi d'accompagner les personnes lors de leur convocation devant les différentes juridictions ou devant aussi l'ONIAM, voilà, de pouvoir vraiment appuyer les victimes et se déplacer à leur côté. Donc malheureusement, Nancy Rizacher, elle devait prendre la parole aujourd'hui. Elle a un gros souci familial avec sa maman, donc elle s'excuse. Donc elle va pas pouvoir prendre la parole. On va avoir Maître Guyon qui nous rejoindra. Voilà pour prendre un petit peu la relève, mais voilà, les choses se construisent. Donc dès qu'on aura fait la convention, la charte, on pourra commencer à dégainer. On a de l'avance là aussi en trésor. Donc pour les dossiers qui sont déjà quasiment prêts, on va faire en sorte de pouvoir y aller avant. Voilà, ça serait bien là avant le mois de juin, quoi. Mais ça nous demande juste encore un petit peu de travail juste administratif pour poser les choses et pouvoir y aller. Ensuite on continue, donc on commence à rencontrer les communes, les grosses communes du département. On a déjà rencontré la ville d'Haguenau, la ville de Saverne, au niveau directeur de cabinet ou directeur de la solidarité de la santé. On a eu un échange aussi avec le centre de pharmacovigilance de Nancy et ça nous a aussi donné pas mal d'informations pour comprendre comment ça se passait à leur niveau. Et ils sont aussi tout à fait ouverts au dialogue et on a besoin aussi de ce dialogue-là pour comprendre comment les choses elles fonctionnent, pouvoir nous être structurés comme il faut, faire les choses comme il faut aussi pour que derrière les dossiers ils soient bien réceptionnés, quoi. Donc ça nous permet aussi peut-être de lever un peu des loups entre guillemets en amont. Sachant aussi qu'on attend là de pouvoir rencontrer le centre de pharmacovigilance de Strasbourg qui pour l'instant ne nous répond pas. Donc nous on est prêts aussi à aller plus loin dans la rencontre des institutions, mais on sait qu'on est aussi attendu au tournant. Donc encore une fois, on attend d'avoir plus de victimes, plus de proches de victimes qui nous rejoignent pour derrière voilà avoir un bagage solide et dire bah oui voilà nous on représente tant de personnes en Alsace, tant de personnes en Moselle, voilà on essaie de blinder le plus possible le discours et les dossiers pour que derrière voilà on ne se fasse pas torpiller parce que c'est sûr que là si on arrive dans les hôpitaux ou devant les ARS on va pas faire long feu. Voilà.
Donc on prendra en charge en tout cas de faire tout ça et de poursuivre un petit peu les rencontres, comme on l'avait dit aussi avec Fabienne, voilà, qui était très active aussi au niveau des commissions d'usagers dans les hôpitaux. Voilà, c'est des portes à aller ouvrir à un moment donné. Donc dans cette attente, on compte vraiment sur le bouche à oreille de tout le monde. Il y a aussi du coup voilà des victimes qui fréquentent les hôpitaux, voilà les médecins, etc. Et tout ce que vous pouvez passer en message dans ces endroits-là, voilà, c'est des petites graines qui permettront, en tout cas au moment où si on commence à ouvrir la porte, d'être peut-être un petit peu mieux reçu, sachant qu'il y a certains médecins professionnels de santé aussi qui sont quand même conscients à l'intérieur, qui disent rien parce que c'est encore compliqué, mais qui sont prêts de temps en temps à diffuser un petit flyers, à orienter, etc. Donc voilà, faut qu'on compte un petit peu là-dessus. Et nous, encore une fois, c'est vraiment en proximité, par ce lien local, que je pense qu'on arrivera petit à petit à rentrer un petit peu dans ces endroits-là. Donc là, on va lancer aussi le témoignage des professionnels de santé. Donc c'est vrai qu'on a Viac 19 avec les portraits pour les victimes des faits indésirables. Et là, à Vierzon, on a eu l'occasion de rencontrer Jean-Louis des Essentiels, qui lui en fait fait la même chose depuis 2021 et qui fait des portraits en noir et blanc de professionnels de santé, qui attestent du coup voilà des situations de chacun. Donc pour l'instant, on n'a publié encore aucun témoignage de professionnels de santé impactés par les mesures, mais là on va pouvoir commencer. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse démarrer, témoignage écrit, un portrait. Alors on a Serge aussi qui se propose alors à la fois de mobiliser ses archives parce que Dieu sait qu'il a fait moult photos depuis 2021 de tout le monde actif qui était présent sur le terrain. Donc c'est une sacrée bibliothèque sur laquelle se baser au départ et qui est prêt aussi à faire des photos de suspendus pour qu'après on puisse aussi, nous dans l'espace public, avoir les deux portraits, victimes, suspendus côte à côte. Voilà, les deux versants d'une même pièce. Et puis derrière, c'est ça aussi qui peut interpeller des passants, se dire oh là, en fait, il y a deux mondes, mais c'est un même monde qui est ensemble en fait pour faire des revendications. Donc voilà, l'idée, ça serait qu'on puisse commencer à éditer ces portraits aussi là sous peu. Relancer bien sûr la communication avec les mainstream. Donc ce qu'on avait dit, c'est la tactique, c'est d'attendre les conclusions de Julia, et quelles que soient les conclusions, là il faut vraiment qu'on y aille, les radios, les médias locaux, faire le plus possible. Il y en a bien un qui va finir par nous faire un article. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance parce que les DNA viennent d'être achetés aussi par le Crédit Mutuel. C'est peut-être ce qui a fait qu'ils ont un petit peu plus vissé, parce que il y a quand même un an en arrière, on avait eu un premier article quand même sur Haguenau, sur une action à Haguenau. Voilà. Un tout petit article, mais on n'était pas encore association. Donc, dommage, mais peut-être que ça peut quand même passer. Et du coup, ensuite, donc ce qu'on disait, vraiment commencer à accompagner les victimes sur leur situation individuelle, sur la question aussi des recours. Et on a aussi la bonne nouvelle, puisque on est association droit local, loi 1908, qui nous permettrait, a priori, de pouvoir poser le tampon de notre association sur des recours aussi collectifs, nationaux, voire au-delà, puisque normalement les associations, je crois qu'elles doivent attendre d'exister au moins depuis 5 ans avant de pouvoir engager des démarches en justice, et nous on pourrait déjà y aller. Donc voilà, si l'Alsace nous permet aussi de faire ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc ça, ce qui nous permettrait aussi d'être en appui des recours individuels des victimes, de pouvoir peut-être être en appui sur d'autres démarches, que ce soit engagées par notre bon droit, Diane Prota, Frédéric Baldan ou d'autres avocats qui ont envie de s'y coller, quoi. Voilà. Alors juste un petit point, sur le budget prévisionnel, donc au regard des actions qui ont été présentées par Joël, sur ce qui est prévu. Donc on va avoir effectivement le concert, on prévoit du coup d'organiser 4-5 statiques. Donc juste pour vous dire, au niveau de nos charges, on serait à peu près à 8 740 €. Alors ça paraît beaucoup parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on a les rescrits fiscaux, donc la déduction fiscale sur la base des dons, on a trouvé en fait une petite solution pour s'indemniser entre guillemets les frais de déplacement. Donc aujourd'hui, un membre du CA ou un bénévole de l'association qui serait amené à faire des déplacements, en fait, donc il remplit un petit formulaire et puis sur la base de cette somme, il en fait don à l'association, et sur la base de ce don,
on lui fait une déduction fiscale. Mais on est obligé du coup de le reporter dans notre budget. Donc là, par exemple, donc sur l'année dernière, on était quasiment à 3000, je crois, 2500 et quelques. Et puis là, on prévoit 3500 €. Mais c'est pas de l'argent qu'on a. Voilà, c'est vraiment un don par renoncement aux frais. Donc c'est ce qui pèse dans notre budget. Mais c'est sûr que si on enlevait ça, voilà, on serait sur un budget autour de 6000 €, quoi, grosso modo. Donc voilà, petite précision, pas des moindres. On prévoit 2100 € pour le démarrage de la caisse solidaire pour les avances aux frais de justice, qui nous permettrait de le proposer sur l'année à peu près 6 ou 7 recours. Donc ce qui semblerait quand même cohérent par rapport au nombre de victimes qui nous a rejoint aujourd'hui et des soignants. Donc voilà, à ce jour, on est en dessous de 30 victimes des faits indésirables et proches de victimes. Et on va dire, je pense à peu près 6 soignants qui souhaiteraient peut-être engager une démarche en justice. Sachant que tout le monde n'est pas au même point d'avancement de son dossier, il y a beaucoup de personnes qui ont encore besoin d'avoir des diagnostics, de compiler des informations, etc. Donc voilà, je pense que c'est à peu près cohérent par rapport à ce qui nous attendrait cette année. On va lancer du coup aussi une campagne de communication sur cette démarche-là pour les recours en justice. Voilà, si on a plus, tant mieux. Et puis sinon, en tout cas, on sera en capacité d'absorber au moins ces montants-là. Pour la précision aussi des produits, donc en fait, on a eu quand même une bonne année 2024 avec un report à nouveau de près de 900 € de 2024 sur 2025. Et également, oui voilà, donc dans les dons aussi, donc côté produits, on retrouve les 2000 €, on miserait sur 2000 € de dons en dons numéraires, avec du coup, alors je sais plus, oui voilà, 3500 € de dons par renoncement de frais de transport. Voilà, c'est un petit peu ça qui pèse dans notre budget. Sinon le reste, c'est de la vente de goodies, c'est l'organisation, enfin voilà, un petit peu l'argent qu'on peut récolter sur des statiques, et puis le concert. Voilà, on se prévoit un budget prévisionnel pour le concert de, on va dire 1800 € environ. Voilà, ce serait l'idée. Sachant que voilà, on aurait juste la chanteuse. Après, la question du matériel et de l'ingé son. Pour l'instant, il faut encore qu'on précise un petit peu ces choses-là. Et voilà, grosso modo, c'est ce qui nous attend pour cette année. Tu veux faire la validation c'est quoi pour le quitus? C'est quoi Quitus au membre voilà. du bureau ou à la présidente, le rapport de la présidente. Ok. Donc là, on demande si... voilà. Le rapport moral, ok. l'activité. Voilà. Donc si vous êtes en phase avec cette présentation, du coup, qui s'abstient? Qui est contre? Voilà, qui est contre? Avec cette présentation des prochains projets financiers ou avec c'est quoi Normalement, c'est par rapport à la présentation de l'activité 2024, c'est ce que tu as fait au début, quoi, oui. Qui demande à être à recevoir le quitus oui. de l'Assemblée. Oui. Ouais. Ok. Joël l'a fait tout à l'heure pour la trésorerie. Ok. Voilà. Donc, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Merci à tous. Ok. Voilà, donc la rencontre aussi avec les centres de pharmacovigilance nous ont permis d'avoir quelques informations que je me permets de vous partager. Donc alors déjà pour revenir sur le point de départ d'une victime, donc bien sûr se déclarer auprès de la pharmacovigilance. Vous pouvez avoir l'aide du coup d'associations, que ce soit les associations d'aide aux victimes ou l'association Solide Éclat qui accompagne. Marc pourra en dire 2 mots par la suite. L'important vraiment, c'est de constituer son dossier médical, d'avoir le plus d'éléments possible entre la situation de santé avant l'injection et après l'injection pour pouvoir vraiment montrer que il y a une situation brutale et qui a fait que la situation de santé a profondément changé. Donc plus vous aurez d'éléments là-dessus, mieux ce sera. Si vous avez aussi des éléments qui peuvent aussi montrer que vous avez été contraint aussi aux injections, que ce soit des mails faits à votre hiérarchie, peu importe, tous ces éléments-là aussi, ils seront pertinents parce que l'avocat pourra exploiter pour montrer aussi qu'on n'a pas forcément respecté votre consentement libre et éclairé. Donc si vous avez une obligation, c'était de fait. Mais s'il y a eu vraiment des pressions, etc., tout ce que vous pouvez garder, pourra être un plus aussi dans l'étude de votre dossier. Donc récupérer les numéros de lot aussi, c'est très important. Donc Viac 19 a mis sur son site
vraiment le petit explicatif pour récupérer les lots et aussi récupérer les attestations de vaccination parce que comme vous le savez, le téléservice, la NSM l'a suspendu entre guillemets, mais ils sont dans l'obligation de garder les informations au moins pendant 30 ans. Donc voilà. Même s'ils vous disent aujourd'hui oui, on ne sait pas où trouver, etc. Voilà, lâchez pas le morceau. Vous avez droit à ces informations, elles vous appartiennent. Donc vous pouvez les demander en ligne. Ils sont vraiment tenus de vous les transmettre. Donc juste quelques informations autres. Voilà, donc les centres de comment ça se passe au niveau de la pharmacovigilance. Donc les pharmacovigilances régionales, elles reçoivent du coup les dépôts de dossiers. Elles sont tenues. En fait, elles ne font quasiment pas de tri, hormis si le dossier est incomplet ou hormis on est sur un hors-sujet absolu. Mais quand elles reçoivent le dossier, elles sont tenues de transmettre à la NSM, donc l'Agence nationale du médicament, dans un délai du coup de 13 jours s'il s'agit d'un cas grave ou d'un décès, dans un délai de 3 mois si c'est un cas pas grave. Donc en fait, ils ne font quasiment pas de tri et je pense qu'ils vont aussi beaucoup se protéger là-dessus en disant « nous, on a tout fait remonter à la NSM, le reste, ça ne nous appartient pas ». Donc ça, c'est un premier point. Voilà, au niveau des chiffres officiels de la NSM aujourd'hui, donc c'est le rapport de juin 2023 qui fait état du coup de 193 934 effets indésirables, 25% de cas graves et 1634 décès à ce jour. Donc il y avait le rapport en juin. Le fait est qu'il n'y a plus de rapport aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que qui ne comptabilisent pas et qui ne poursuivent pas les enquêtes. C'est juste qu'en fait ils ont arrêté de les publier. Donc nous, au niveau de la transparence, et à un moment donné, on sera aussi en droit de leur demander où en sont ces chiffres. Alors ils disent que du coup c'est parce qu'aujourd'hui il y a quasiment plus de remontées ou que c'est principalement des mises à jour de dossiers. N'empêche qu'on est en droit de demander ces informations. Alors ce que le centre de pharmacovigilance de Nancy aussi nous a indiqué, c'est qu'il y a quand même plus de 17 000 études aujourd'hui qui portent sur les vaccins Covid et sur le lien entre les vaccins Covid et les pathologies. Et les pathologies qui sont là les plus en veille ces derniers mois, c'est sur les fatigues chroniques, les maladies auto-immunes et un troisième que j'ai oublié. Non, même pas. Maladie auto-immune, fatigue chronique. Non plus. Bon, ça me reviendra, excusez-moi. Non plus. Non, je crois qu'ils sont encore loin de... Voilà. Ils restent tranquilles. Fatigue chronique déjà. Et voilà, bon, ça, voilà. Excusez-moi, ça me reviendra peut-être, et qu'au niveau du coup de la pharmacovigilance mondiale, en fait, 12% de la pharmacovigilance mondiale concerne les effets indésirables des injections Covid. Donc c'est quand même énorme en proportion. Voilà. Au niveau quand vous êtes victime, vous êtes en droit du coup après de recevoir une fiche dense dans lesquelles en fait la NSM va se positionner sur une imputabilité possible entre l'injection et vos pathologies. Et donc il s'agirait d'une échelle, d'une numérotation allant de 1 à 6. Plus vous vous rapprochez de 6, plus ils estiment qu'il y a un fort lien de causalité entre vos effets indésirables et l'injection. Quand vous êtes à 1 ou 2, ça veut dire que pour eux, pas, mais après, c'est en l'état actuel des avancées scientifiques sur le sujet. Donc, on sait qu'il y a 17 000 études, mais je pense qu'en fait, il va falloir leur demander des mises à jour, parce que, vu qu'ils vont pas forcément publier en direct quelles sont les études qui ont fait des avancées, voilà. Mais il faudra bien leur demander une actualisation. C'est pas perturbation de cycle? Non, pas forcément en veille dernièrement. Non, il y en avait 3, mais je l'ai plus. Non plus. Je sais plus. Ouais, vraiment désolée. Et donc voilà, aujourd'hui les victimes, l'étape qui suit, c'est de pouvoir saisir l'ONIAM. Donc l'ONIAM, clairement, on sait que c'est pas c'est un organisme qui protège l'État, qui protège pas les victimes, que les indemnisations elles sont lamentables, mais il faut quand même passer par là pour les obliger à se positionner et porter plainte, quel que soit le verdict qui puisse poser. Que ce soit à la hauteur, pas à la hauteur, qui reconnaissent pas, parce qu'après il faut espérer en fait que ça passe devant une autre juridiction administrative ou autre, et que derrière du coup ils puissent avoir gain de cause. Pour l'instant, la seule victime aujourd'hui en France était à Montpellier, qui a pu avoir gain de cause et qui a réussi à condamner l'ONIAM. Voilà, c'est vraiment dans cette démarche-là. Donc pour l'instant, c'est sur cette corde qu'il va falloir bouger. Donc, je disais que normalement on a une série d'affaires qui est également mon associé et confrère devait être présente sur place avec vous, et donc je me tenais à l'excuser de son absence, puisqu'effectivement elle a eu des impératifs personnels qui ont rendu impossible sa présence aujourd'hui, mais je parlerai pour nous deux évidemment. Par où commencer? Alors, j'avais imaginé qu'il allait y avoir plein de questions et je répondrai au fur et à mesure, mais c'est pas grave, je vais prendre le lead sur
première présentation, et puis ensuite, probablement, il y aura des échanges et entrée d'y répondre. Je pensais faire une présentation d'une quinzaine de minutes, et j'ai à peu près 30 minutes à vous accorder aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Sur la question donc, des effets secondaires, et notamment des victimes d'effets secondaires. Pourquoi, lorsqu'on est victime d'effets secondaires, c'est important finalement de faire remonter d'une part l'existence des effets secondaires et d'autre part de faire en sorte d'être indemnisé. Tout d'abord, c'est important pour la pharmacovigilance. Pharmacovigilance, vous savez, c'est toutes les opérations qui sont exécutées pour déterminer si, quand on met un produit en circulation, c'est un bon produit ou un mauvais produit. En d'autres termes, c'est très important qu'on puisse savoir, après retour d'expérience, s'il y a ou non des effets secondaires. Pour la question de la vaccination Covid-19, vous le savez, nous avons fait partie d'une expérimentation à grande échelle. Le produit était en phase 3, et donc la phase 3, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on commence à tester sur des personnes humaines pour voir s'il y a ou non des effets secondaires. Habituellement, vous mettez en circulation en phase 4, c'est-à-dire 10 ans plus tard, quand vous regardez s'il y a ou non, à court, moyen et long terme, des effets secondaires. On nous a vendu la potion magique comme étant sûre et efficace. On a omis certains détails dans la communication gouvernementale, mais en réalité, si vous allez sur le site de l'ANSM, vous verrez que oui, c'était bien la phase 3 et que oui, c'était bien une expérimentation à grande échelle qui était en train d'être organisée. L'ANSM a l'obligation de faire remonter les effets secondaires. Malheureusement, vous le savez, nous sommes dans une pharmacovigilance passive, c'est-à-dire que ce sont les victimes qui vont spontanément faire remonter les éventuels effets secondaires qu'elles ont relevés. Contrairement à une pharmacovigilance active, où là, on va vraiment faire toute une panoplie de tests, d'examens, avant, après, pendant. Bref, on va vraiment aller rechercher s'il y a des effets secondaires. Vous imaginez bien, quand on a un produit expérimental qui est avec une nouvelle technologie, visant à vacciner une population en bonne santé contre un virus qui n'est peu létal, ou voire pas du tout, pour une très très grande majorité de la population, on aurait plutôt privilégié une pharmacovigilance active. Normal, puisque s'il y a un effet secondaire, il faut rapidement qu'on puisse le savoir, étant donné que la balance avantage-inconvénient, elle est finalement très faible. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Donc, aujourd'hui, on a une ANSM qui a reculé uniquement les déclarations spontanées. Pire encore, face aux nombreuses déclarations, l'ANSM a donc décidé de prendre uniquement les déclarations qui étaient graves et nouvelles. Donc si c'est nouveau mais c'est pas grave, ce n'est pas pris en compte. Si c'est grave mais que c'est pas nouveau, ce n'est pas pris en compte. Ce qui veut dire que les chiffres officiels que nous avons aujourd'hui, c'est pas la vérité vraie, c'est-à-dire celle de toutes les victimes qui ont été malheureusement avec des effets secondaires. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un effet secondaire en tant que victime, vous devez les déclarer. Et vous devez les déclarer notamment auprès de l'ONIAM, lorsque, évidemment, vous avez des séquelles. C'est important pour la pharmacovigilance. C'est important aussi pour déterminer si ces produits doivent toujours être en circulation, parce que je le rappelle, mais ces vaccins sont toujours en circulation à l'heure actuelle, et il est toujours possible d'aller prendre une dose. Troisièmement, c'est important parce que vous le savez, mon cabinet engage de nombreuses actions en responsabilité, notamment contre l'ANSM. Nous estimons qu'elle a failli dans ses missions, notamment en refusant de recueillir l'intégralité des déclarations qui avaient été faites, parce que lorsqu'on est dans la phase 3, on doit avoir une multitude, on doit avoir un maximum d'informations pour déterminer les chances ou les malchances de l'effet secondaire, et donc de connaître cette balance avantage-inconvénient. On nous a présenté les chiffres comme étant des valeurs absolues, alors que c'était évidemment que des valeurs relatives, c'est-à-dire uniquement un échantillon des déclarations spontanées qui avaient été faites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi c'est important lorsqu'on est victime d'engager une démarche de réparation. Alors, il y a deux intérêts. Il y a l'intérêt, j'ai envie de dire, un peu égoïste, je mets des guillemets, parce qu'évidemment, vous n'avez rien demandé et il vous arrive quelque chose, mais je sais que certaines victimes, notamment lorsqu'elles sont soignantes, sont tellement tournées vers aider les autres qu'elles ont l'impression d'être un fardeau pour la société. Je pense qu'il est important, ça aussi, de stopper cette flagellation qu'on est en train de s'infliger. Quand on est victime, on n'a rien demandé. Quand on est victime, évidemment, la société vous doit quelque chose. Elle vous doit quoi ? Elle vous doit évidemment, d'une part, l'indemnisation, c'est-à-dire on va essayer de vous replacer dans la situation qui aurait normalement dû être la vôtre. J'ai parmi mes clients actuellement une
chirurgien dentiste qui ne peut plus lever le bras. Et donc, évidemment, derrière, il y a toute une série de conséquences. Elle ne trouve plus de travail. Ce qu'elle peut faire, ce n'est plus de la chirurgie dentiste. Et derrière, elle a besoin d'une tierce personne, notamment sa mère, pour l'aider tous les jours, compte tenu de son bras qui, aujourd'hui, ne peut plus se lever. Donc, la réparation, ça va être de chercher à la replacer dans la situation qui aurait normalement dû être assise. Donc, premier intérêt, la victime elle-même, pour chercher à minimiser les conséquences dommageables qui lui sont arrivées. Évidemment, je pense que ce chirurgien dentiste préférait récupérer l'usage de son bras plutôt qu'une indemnisation. Et comme je ne peux pas lui donner la restitution de sa santé qu'elle avait avant la vaccination, eh bien, c'est dans l'argent qu'on va essayer de compenser. Premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est de poursuivre l'État. Pourquoi? Parce que l'État est celui qui est chargé d'assumer les conséquences dommageables d'une vaccination obligatoire de droit quand vous êtes soignant, obligatoire de fait lorsque vous étiez une personne soumise à passe sanitaire, passe vaccinal, ou simplement parce que vous avez accepté la vaccination durant la période de la crise sanitaire. Ce sont les dispositions des différentes lois d'état d'urgence qui ont pris ce rythme d'indemnisation, et donc, évidemment, vous devez le faire valoir. En faisant condamner l'État, vous faites deux choses. Premièrement, évidemment, si l'État, à un moment donné, se retrouve régulièrement et constamment sanctionné et condamné, il va chercher à agir légalement et à légiférer, interdire la circulation des vaccins. Donc là, pour moi, on tombe dans l'intérêt collectif. Donc, il est en acceptant une vaccination qui vous avait été présentée comme sûre et efficace. Rappelez-vous les propos de notre cher ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran. Comme quoi, il y a beaucoup de conséquences. Vous me direz, c'est un argument au lieu de finalement faire condamner l'État. Pourquoi? Parce que l'État, c'est nous. Effectivement, je suis d'accord avec vous, l'État, c'est pas les ressources, c'est pas l'indemnité. Et là, je vous dirais aussi une chose, qui empêche aujourd'hui de poursuivre les laboratoires pharmaceutiques. Alors, je sais, beaucoup vont nous expliquer qu'il y a des contrats qui ont été signés avec la Commission européenne, et je rappelle qu'en droit français, nul ne peut chercher à échapper à sa responsabilité. Vous ne pouvez pas contractuellement dire que vous n'êtes responsable de rien. Et pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est exactement la même chose. Donc une action contre un laboratoire pharmaceutique peut tout à fait aujourd'hui, à mon sens, être possible judiciairement. Et d'ailleurs, c'est vers eux qu'il faudrait finalement se retourner. Et la difficulté lorsque vous vous retournez contre un laboratoire pharmaceutique, c'est que vous devez démontrer à la fois que vous avez été vacciné, c'est assez simple, et deuxièmement, également, vous allez devoir démontrer la faute du vaccin et le lien de causalité entre cette faute du vaccin, donc cette mauvaise conception, risque d'efficacité, de sécurité, et vos dommages. Chose qui n'est pas exigée dans le cadre d'un recours contre l'État. Ça veut dire que c'est plus facile de se retourner contre l'État que de se retourner contre un laboratoire pharmaceutique. Moi, je préconiserais, à mon sens, probablement de faire les deux, et comme vous le savez, tout ça vous dire un coût supplémentaire sur le plan financier, puisque vous allez attaquer deux instances différentes, l'État d'un côté, un laboratoire pharmaceutique de l'autre. Ce ne sont pas les mêmes juridictions, ce ne sont pas les mêmes arguments, donc vous devez travailler deux fois plus. Mais en tout cas, pour les victimes, sachez qu'il est possible d'avoir cette double stratégie de dire d'une part, j'engage une responsabilité contre l'État, d'autre part, j'engage une responsabilité contre le laboratoire pharmaceutique. Pile, je gagne, face, je gagne. Pourquoi? Parce que soit je me fais indemniser par l'État, même si je n'ai pas réussi à démontrer la défaillance des vaccins, soit je me fais indemniser par les laboratoires, et dans ce cas-là, je fais véritablement payer les véritables coupables qui ont mis en place des vaccins qui n'étaient pas sûrs, qui n'étaient pas efficaces et qui ne pouvaient pas l'être, puisqu'on était en pleine phase d'expérimentation. Voilà pour ce que j'avais à dire. J'ai tenu à peu près 10-15 minutes. Évidemment, je suis disposé à répondre à toutes vos interrogations si vous avez besoin qu'on aille plus loin dans les démarches techniques. Juste une question, si les laboratoires se retournent contre les fabricants en disant qu'ils sont eux-mêmes pas fabricants. Paru m'a peut-être pas entendu.
Ce que vous avez entendu, Maître Guyon? Les laboratoires se retourneraient contre les fabricants. C'est ça que vous voulez dire? Oui. En disant qu'ils ne seraient pas... Non, j'ai pas bien entendu, excusez-moi. Je vais la refaire. Oui, en fait, dans le cas où les laboratoires, par exemple, c'est le cas... je sais pas si je peux... Non, si je peux? Bon. Admettons, dans l'hypothèse que le siège de Pfizer indique qu'en fait, ils ne sont pas fabricants des injections, et donc ils ne sont pas responsables en cette raison, et donc réorientent vers des fabricants. Parce qu'ils ont fait en sorte de scinder souvent les personnalités morales, sans doute fait exprès aussi, pour diffuser la responsabilité. Est-ce que vous m'avez entendu? Dans ce cas-là, c'est simple, c'est comme pour les constructeurs automobiles. Vous savez, j'ai pas mal d'actions sur ce sujet-là. En fait, vous mettez en cause les sous-traitants. Dans ce cas-là, c'est la personne que vous avez mis en cause, donc là, ici, par exemple, Pfizer, qui va être chargée dans un second temps d'aller mettre en cause et de joindre à cette action les autres sous-traitants auxquels il aurait pu faire appel. Oui, tout à fait. C'est assez classique dans ce type de contentieux. Et ils sont de toute façon en charge aussi de. Donc pour la victime, ça n'a pas d'impact. C'est simplement qu'on va avoir d'autres personnes qui vont arriver. Okay. Parce que dans tous les cas, eux seraient quand même en responsabilité des modalités de fabrication qu'ils ont convenues quand même avec leurs sous-traitants. En réalité, pour la victime, ça n'a pas véritablement d'impact dans le sens où c'est le juge qui va dire bon, Pfizer, c'est peut-être 40% de l'indemnisation due parce qu'ils n'ont pas fabriqué eux-mêmes, mais ils ont commercialisé. Et puis, les 60% restants, ça sera le sous-traitant parce que c'est lui qui a fabriqué la molécule litigieuse et qui a procédé aux différentes phases de contrôle et qui a manqué à ses obligations. Et pour la victime, à la fin, c'est 100% de l'indemnisation. C'est juste qu'il va y avoir des répartitions de responsabilités qui vont varier selon l'implication de chacun des intervenants. Super. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Les médecins sont-ils tenus pour responsables aussi? Alors, dans la chaîne? Je relaye une question dans l'Assemblée, c'était quelle est la responsabilité des médecins qui ont injecté? Parce que c'est vrai qu'on a vu ce fameux article de la CEDH qui semblait reporter la responsabilité sur les médecins qui ont injecté. La Cour de justice de l'Union européenne, qui est donc la Cour de l'Union européenne, contrairement à la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle a 48 États, donc c'est beaucoup plus large que la CJUE. La Cour de justice de l'Union européenne a effectivement rappelé récemment que les médecins étaient responsables des produits qu'ils injectaient à leurs patients. J'ai envie de dire, Maître Divisio, rendons à César ce à César, avait déjà dit ça en 2021. En disant qu'il ne fallait pas que les médecins aient peur de l'ordre, mais qu'ils aient davantage peur des actions de responsabilité qui pourraient être engagées à leur encontre par les victimes d'effets secondaires. Parce qu'effectivement, un médecin a l'obligation de regarder par rapport à votre situation médicale si la vaccination était avec une balance avantage-inconvénient en faveur des avantages. Chose qui n'avait pas été faite puisque ça a véritablement été du bétail, donc c'est tous à la chaîne et tout le monde a été injecté. À aucun moment on vous délivre un consentement libre et éclairé, sans qu'à aucun moment on s'intéresse à vos pathologies ou à votre antériorité médicale. Oui. Alors moi j'ai une question, c'est par rapport aux ARS qui ont mis la pression même aux certains libéraux, certains personnels de soins en libéral et aussi d'autres personnels et les directeurs ou chefs d'établissement qui ont harcelé ou insisté pour les personnels qui ont résisté ou qui ont eu attendu les derniers moments ou qui n'avaient pas été une fois contaminés et donc pouvaient le prouver qu'ils avaient leurs 6 mois de délai, ceux qui ont vraiment insisté pour faire cette injection et dont lesquels certains ont fini par se soumettre pour payer le loyer, parce que pas le choix, parce que femme isolée avec 3 enfants, elle a, sous la pression, mais aussi du directeur de centre ou des ARS, ont fini par se faire injecter et ont eu des effets secondaires. Est-ce qu'il y aurait quelque chose aussi à... Parce que psychologiquement, ça quand même, ça aussi, ils se sont sentis victimes par rapport à leur supérieur hiérarchique et aux ARS.
Est-ce que les personnes victimes d'effets indésirables peuvent se retourner contre leur directeur de centre ou leur supérieur hiérarchique qui aurait harcelé pour qu'elle reprenne le travail en se faisant injecter et qui aurait donc à la fin se serait soumis parce que elles n'avaient pas le choix pour faire vivre une femme seule avec 3 enfants, etc. Et les ARS qui ont aussi envoyé des lettres de rappel et des interdictions d'exercer pour les libéraux. Personnels soignants libéraux qui ont reçu des lettres des ARS et qui ont eu la menace d'être virés de l'ordre des kinés, l'ordre des infirmiers, enfin, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi intérêt à porter plainte contre ce genre de... Enfin, contre toutes ces personnes et institutions? Voilà, est-ce qu'il y aura un intérêt? Voilà, est-ce que c'est entendable? Alors, il y a 2 hypothèses que j'envisage. Il y a 2 hypothèses que j'envisage quand m'évoquez ça. Il y a d'une part, effectivement, la victime d'effets secondaires qui va mettre en cause le médecin qui a vacciné, mais qui a cherché finalement sous la pression à exécuter les ordres. Il pourrait, lui, pour se défendre, ce médecin, mettre en cause l'ARS, les ordres, les autres médecins qui auraient pu le contraindre un peu sous la force à devoir injecter sans faire toutes les préconisations d'usage, à savoir vérifier l'état de santé antérieur du patient et déterminer si la vaccination présente un avantage, un inconvénient, plutôt en faveur de l'avantage. Pour ça peut être un moyen de défense. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas responsable, ce médecin, mais simplement peut-être qu'il y aura des dilutions de responsabilité qui pourront intervenir. Et je rappelle encore une fois, quand vous êtes médecin, la pression qu'on exerce à votre encontre pour vacciner des patients, elle doit être secondaire parce que la priorité, c'est le patient. Deuxième situation, la victime. Vous êtes victime d'un effet secondaire, vous avez été vacciné par un médecin. Est-ce que c'est à vous de mettre en cause votre employeur qui vous a mis la pression pour le faire? Est-ce que c'est à vous de mettre en cause les autres médecins qui vous ont recommandé de le faire et qui vous ont conduit à faire cet acte médical? Ça peut. J'ai pas la réponse aujourd'hui. C'est une possibilité qu'on peut effectivement invoquer, sachant que par retour d'expérience, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, clairement, la vaccination dans la jurisprudence, pour le Conseil d'État, la Cour de cassation, récemment encore, pour les conseils de prud'homme, puisque j'ai été plaidé récemment cette semaine pour un saison suspendu, la vaccination est sûre et efficace, elle empêche la transmission, elle empêche la contamination, et il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un super outil et c'était un super bon choix politique. Ça, c'est ce que vous pouvez relire dans toutes les décisions de justice qui ont été rendues jusqu'à maintenant. Donc, pas certain, à l'heure actuelle, en tout cas, que de mettre en cause toutes ces instances puisse conduire à une évolution de la jurisprudence. Quoique, on est quand même dans une situation différente lorsqu'on a une victime et pour lequel l'imputabilité de la vaccination a été reconnue. Probablement que les magistrats seront plus enclins à faire évoluer cette vérité judiciaire avec un grand V qui clairement a été dictée par des politiques, évidemment. Okay. Merci Maître Guyon. Ce qu'on peut proposer, c'est que de toute façon, voilà, vous êtes à la disposition des adhérents aussi de notre association avec Maître Rizaché. Donc pour les personnes qui voudront plus d'informations sur leur situation, comme dit, elles ont droit à un échange gratuit sur leurs droits. Donc merci beaucoup d'avoir pris ce temps en tout cas pour les personnes présentes. Et qui vaut aussi à la fois tant pour les victimes que pour les professionnels de santé impactés. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Les adhérents de l'association ont droit à un échange téléphonique avec nous d'une vingtaine de minutes qui permet de connaître un peu la situation et de faire des recommandations d'usage pour permettre aux victimes déjà de s'y retrouver sur ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles peuvent faire et comment elles doivent le faire. Donc c'était important, je pense aussi, de le rappeler. Merci. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Passez une belle fin de journée. Merci bien. Au revoir, messieurs, dames. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Team P, les suspendus. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas parlé d'indemnisation. Ouais. Après, voilà, comme dit, je pense que ça vaudra le coup de prendre vraiment Non, du c'était temps le faire individuel. doucement, Oui. tu vois, pour Oui. aussi motiver les milliers de personnes qui... Oui, et il a déjà, lui, reçu plus de 200 dossiers. Il y a le syndicat Liberté Santé qui pourra dire, enfin voilà, Marc doit faire encore une présentation. Et c'est vrai que, voilà, on déborde un petit peu sur le timing, donc voilà. Voilà. La question, enfin, la remarque que je voulais faire, moi c'était par rapport à une inquiétude. Et juste comme ça, je le dis ici, peut-être c'est intéressant quand même. On sait que le combat il va être quand même assez long parce que même il y a encore beaucoup de juges qui sont encore convaincus que le Covid est une maladie grave. Et au mois de juillet, j'ai participé à l'habilitation d'une personne dans ma famille, donc c'est le juge des habilitations. Et en sortant de la séance pour savoir s'il fallait la mettre sous tutelle ou pas, cette personne, j'ai voulu serrer la main à ce juge. C'était le mois de juillet 2024. Le juge a refusé de me serrer la main en disant « mais vous connaissez le contexte du Covid actuel ». Donc comme c'était un juge, j'ai pas insisté, j'ai fait aucune remarque, je me suis mordu les joues. Mais du coup, on risque d'être confronté à ça. À cette forme de mauvaise voie, de personnes qui ont un défaut d'esprit critique alors que c'est leur fonds de commerce d'esprit critique. Ils sont censés juger des choses, et donc on va avoir des choses comme ça. Alors du coup, pour la suite, si Marc, tu peux venir dire voilà, quelques mots sur Solidéclat et le SLS. Alors désolé, on a un peu débordé, donc si ça peut tenir en... Ouais. 10 minutes et on aura encore Mathieu pour prendre la parole sur la victime. Non, mais prendra le temps qu'il faut pour ça. Et pour le reste, on échangera après tranquillement. Alors, ce sera juste par là. Voilà. Merci Marc. Voilà, alors je vais vous présenter Solidéclat, que vous connaissez certainement déjà au moins de nom. C'est une association qui a été créée à la suite justement de l'abstinence, on va dire, l'abstinence de la NSM, l'abstinence des médecins, l'abstinence de tout le monde. Tout le monde a vacciné, mais personne n'a voulu faire les déclarations. Au début, la NSM disait oui, faites-nous des déclarations d'événements indésirables, d'effets indésirables. Et puis lorsqu'ils ont vu la marée qui est arrivée, ils ont commencé à gueuler et à engueuler, ils voulaient plus de déclarations. Donc les médecins ne faisaient pas non plus les déclarations, donc c'est ça. Alors, pour information, première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que le médecin n'a pas à se prononcer, c'est à l'ANSM de se prononcer. Donc le médecin, il a obligation de faire la déclaration d'un effet indésirable dont il a connaissance. Il y a 5 catégories professionnelles qui ont cette obligation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a les médecins, les chirurgiens dentistes, il y a les sages-femmes, les infirmiers, et les dentistes. Pharmacien, non. Parce que moi, c'est ma Vraiment pharmacienne le corps qui l'a fait. médical. C'est le corps médical, et pas toutes les professions, pas les... Paramédical, c'est médical. Paramédical, si, il y a les infirmières aussi, les infirmiers qui peuvent. Ouais. Donc il y a ça, ces 5 professions-là. Et donc cette association a été créée au départ, c'est une émanation du syndicat Liberté Santé. C'est pour ça que vous verrez peut-être dans les diapos, le découpage avec les numéros de téléphone. Au début, il y avait 5 numéros de téléphone qui étaient en fonction des régions, parce que la déclaration se fait par région, donc on découpe selon la carte, comme la carte des numéros de téléphone, 01, 02, 01, 02, 03, 04, 05. Donc il y avait là, sur la carte, vous verrez, je pense que ça sera imprimé par la suite, vous aurez un PDF, il y a les numéros, ceux-là, il ne faut plus en tenir compte. Il y a depuis un certain temps, il y a un numéro unique qui est affiché, là, qui est le 01 89 48 02 87. Alors comment ça se passe à ce moment-là? Lorsque vous faites une demande, vous pouvez la faire par internet, par mail, vous faites une demande, donc à ce moment-là, il y a une coordinatrice de votre région qui vous appelle, qui fixe un rendez-vous téléphonique avec un soignant. Donc un soignant de ces 5 catégories-là dont je vous ai parlé. Mais avant ça, on demande aux personnes de signer un accord pour traiter les données personnelles. Parce que ce sont des données personnelles et sans que ça ne soit diffusé partout, mais quand même on parle de données personnelles, de sanitaire, médical. Donc on demande juste, avant de commencer le traitement de la demande, on demande aux personnes de remplir ce papier, de nous le renvoyer. À partir de là,
comment dire, la démarche est lancée. Alors, ça se passe, il y a un rendez-vous téléphonique qui passe, c'est le premier contact. Parfois, j'ai déjà eu le premier contact avec un patient ça faisait des mois et des mois qu'il était là. Personne ne lui avait dit que ça pouvait être un effet secondaire. Personne ne lui a dit que c'était pas dans sa tête. Et donc, les premiers appels, ça dure parfois 1 heure ou 2 heures. Donc après, cette personne, le premier soignant, prend toutes les données médicales, tous les examens, il constitue un dossier complet avec la personne et qu'il transmet au deuxième soignant, qui lui est aussi un soignant accrédité, qui fera l'envoi au centre régional de pharmacovigilance et qui en assure le suivi. À partir de là, à partir de cet envoi de la déclaration au centre de pharmacovigilance, on attend le retour du CRPV, et du centre de pharmacovigilance, le retour de la NSM. Et j'avoue que moi, je n'ai pas encore eu de retour avec une reconnaissance d'imputabilité. Les retours que j'ai eus, moi, pour le centre de pharmacovigilance de Strasbourg, c'était plus « ouais, c'est arrivé 6 mois après la vaccination, ça peut pas être ça ». Alors, Solidéclat, une association qui fait le travail de déclaration, mais qui en aucun moment ne peut se positionner pour dire voilà, c'est un effet secondaire ou pas, même si on a de fortes présomptions, même si on a des soupçons, même si on a connaissance des choses, on ne prend pas position, c'est à la NSM de se prononcer. Alors, voilà, j'ai un petit guide quand même, je sais quand même ne pas perdre le fil. Hein. La déclaration d'un effet secondaire, c'est un acte citoyen qui bénéficie à tous. Déclarer l'effet secondaire, c'est pas seulement pour sa propre gouverne, c'est également pour tous les autres. Et Maître Guyon l'a dit encore, ça a été répété, ce vaccin, c'était un produit en phase 3 qui n'aurait pas dû être injecté dans cette mesure. Et la pharmacovigilance aurait dû être active, c'est-à-dire les produits injectés, on aurait dû appeler les personnes, on aurait dû les suivre, ce qui n'a pas été fait. Nous, on ne peut pas se positionner lorsqu'on fait la demande, mais par contre, on peut insister par la suite, on peut aider à compléter, c'est ce que nous faisons, avoir un document complet qui ne peut pas être rejeté par le centre de pharmacovigilance, qui dit ouais, c'est pas complet, donnez-nous des choses. Donc parfois, ça met longtemps à être constitué de façon complète. Et ça met du temps. Et bon, on comprend aussi pourquoi certains médecins ne le font pas, parce que ce n'est pas payé. Voilà. Je me positionne, c'est pas... Voilà, ça je me positionne, je ne devrais pas, mais je comprends, c'est beaucoup de travail, certains dossiers, ça met 2 heures à préparer. Après, il faut numériser tous les dossiers, il faut les mettre en PDF, il faut les anonymiser parce qu'on n'envoie aucun document avec le nom et le prénom, c'est anonyme entièrement. Donc aucune donnée, donc ça fait parfois il y a des résultats d'examens médicaux, des résultats d'hôpital, des résultats de prise de sang. Il faut tout scruter pour cacher le nom. On laisse les 3 premières lettres du nom de famille et les 2 premières lettres du prénom. J'ai une question. Par rapport à ce dossier à constituer et à faire quand le médecin veut enregistrer pour envoyer à la NSM, est-ce que c'est lui-même qui doit le faire ou est-ce qu'il peut le demander à sa secrétaire de monter le dossier? C'est lui qui le constitue, il peut demander à la secrétaire de l'envoyer une fois que c'est fait. La secrétaire a certainement une... Oui, mais le remplir, etc., c'est à... C'est au médecin de le faire, parce que c'est une... Alors 2 heures, c'est beaucoup pour un petit généraliste de campagne, par exemple, qui a 3-4 villages. Et moi, je vois mon généraliste, hein, mais c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas un peu fait exprès que ça soit aussi compliqué et aussi long? Juste pour faire la déclaration, pas pour le constituer le dossier, on pourrait imaginer qu'on peut le faire en plusieurs étapes. C'est surtout compliqué parce qu'il y a énormément d'effets secondaires qui prennent beaucoup de temps. Hein. Il y a des petits effets secondaires, ce que vous avez annoncé, hein, juste un petit point dur au point de ponction, c'est pas la pathologie qu'a Mathieu, c'est pas la pathologie qu'a Julien, c'est pas... Non, mais on pourrait imaginer qu'un médecin, vu qu'il sait de quoi il parle, etc., il pourrait envoyer, attention, je viens d'avoir un patient, il a une injection, maintenant, je trouve dans son... Il y a ça dans les analyses qui ne va pas, ça pourrait prendre un quart d'heure, tu vois. Ça pourrait écrire juste un petit texte, et après, on constitue le dossier. C'est quand même bizarre qu'il faut passer 2 heures pour pouvoir faire la déclaration complète. C'est quand même... Moi, je trouve ça particulier
pour des choses aussi importantes que ça, d'un truc expérimental qu'on a imposé à plein de gens, qu'on ne puisse pas réagir. Voilà. Je m'interroge là-dessus. Non, il y a de quoi s'interroger, effectivement. Bon, une dernière chose sur l'association Solidéclat, elle avait vocation à ne pas être éternelle. Cette création, c'était une création pour parer au manque, pour parer et puis pour attendre que la démarche soit prise de façon institutionnelle. Mais on a de plus en plus de déclarations, en fait. Oui, Irène. Ça, c'est des déclarations des gens qui sont malades. Mais s'il y a eu un décès et que tu es quasiment... Ça m'est arrivé, ça arrive. Hein, comment est-ce que les gens font pour déclarer, pour supposer que c'est un décès? Est-ce qu'on peut encore le déclarer On le déclare, tout à fait, on le déclare. Ça se fait exactement de la même façon, donc on demande simplement, c'est très douloureux pour les personnes qui restent, de collectionner tous les documents médicaux et de les mettre ensemble, de les rassembler, et puis c'est envoyé. Parfois ça ravive des souvenirs douloureux, mais c'est quand même important de le faire. Et c'est fait, effectivement. J'ai une question, est-ce que vous êtes Solidéclat est en relation avec le numéro qui s'est créé là, avec Marisa et puis je sais plus. SOS oui. Oui, ils sont en contact. Appelé pour les effets indésirables. Oui. Ouais. Mathieu répond aussi bien que moi. Donc, il y a des relations entre... Oui, bien sûr. Donc là, il y a le formulaire de déclaration à renvoyer. Je vais vous le dire comme ça, vous voyez ce qu'on demande. Ouf, j'arrive pas. Alors, nous accusons bonne réception de votre demande de déclaration des faits indésirables. Bref, après. Nous avons besoin de votre consentement pour que vos données personnelles soient transmises par la personne qui vous aidera à faire la déclaration et soient conservées par l'association Solidéclat. Votre consentement, clairement écrit par retour de ce mail, est un préalable indispensable à la transmission de votre demande et à la prise en charge. Voilà. Petit passage au syndicat. Donc syndicat, c'est pas rien non plus. Donc là, je suis très très occupé de la même façon. Donc j'ai là les valeurs que nous défendons au syndicat. Le syndicat a été créé le 3, comme par hasard, c'était après la déclaration, avant la déclaration de rendre la vaccination obligatoire. Il a été créé le 3 août 2021 et cette obligation est sortie de la loi du 5. Donc il y a antériorité. Donc c'est possible. Et ce syndicat a au début été un syndicat de suspendus, syndicat de non-vaccinés, parce qu'il faut quand même déplorer un peu le comportement des autres syndicats. Aucun syndicat n'a défendu les soignants. Au contraire. Donc on n'est pas là pour les casser, mais donc ce syndicat s'est créé pour ça. Nous avons, grâce à la générosité de la population française, nous avons réussi à distribuer près de 600 000 euros d'aide financière aux soignants qui étaient suspendus. Parce qu'on a... On peut remercier les généreux donateurs aussi. Hein. Donc c'était ça. Et pour distribuer cette aide, on avait besoin. Les syndicats n'ont pas le droit de donner de l'argent à leurs adhérents. Donc nous avons été obligés de passer par des associations, d'où l'association ELSA dont Fabienne parlait tout à l'heure. Il y en a un petit peu partout en France. Il y avait Antipass 67 qui a failli. Donc on avait tenté entre ELSA et Antipass, on avait essayé de créer un rapprochement, puis ce rapprochement s'est pas fait. L'association existe toujours, elle est un petit peu en dormance, mais je crois. Le Antipass 67, c'est un collectif. On parle de l'association ELSA. Oui, mais de le rapprochement avec Antipass 67, ouais. Le Antipass 67 est une dimension collective, d'accord. Bon, c'est pas le plus important, là, je vous fais part un peu de l'histoire. Ce qui est vrai, c'est qu'on a retrouvé beaucoup d'humanité partout, et on va dire c'est le bénéfice de cette crise, hein, parce qu'on s'est retrouvé entre humains, entre résistants,
Et ça nous a permis quand même de nous éveiller tous. Et je pense que les mensonges, ils passeront plus de la même façon, hein, pas de notre côté. Alors, je suis passé de là au syndicat. Donc, nous avons eu beaucoup d'actions, d'activités. Vous avez tous l'occasion d'aller voir tout ce que le syndicat a fait. Je vais pas les énumérer là, parce que sinon, on est encore là demain. Mais vous pouvez voir sur le site du syndicat, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui est fait. La dernière action en cours, et qui est un petit peu une émission à épisode, c'est les recours contre les bonimenteurs. C'est les recours juridiques contre les médecins qui ont raconté des mensonges sans aucune preuve sur les plateaux de télé. Ouais. Donc là-dedans, il y en a déjà 5 qui sont connus, il y en a 9 en tout. On pourrait en trouver plus. Je ne vous donnerai pas les 4 suivants, mais les premiers, il y avait le docteur Marty, professeur Gilbert Deray, il y avait Karine Lacombe, ça fait 3. Mégarban aussi, oui, tout à fait. Merci Joël. Donc ça continue, et donc pour ça on a besoin quand même de fonds, parce que ces procédures elles sont coûteuses, d'autant plus que c'est une procédure, c'est pas une procédure pénale, c'est une procédure ordinale contre les médecins pour demander une égalité de traitement, parce qu'il y a tellement de médecins, de soignants qui ont été pénalisés par les conseils de l'ordre parce qu'ils ont soigné, parce qu'ils n'ont pas écouté la doxa. Nous, le rôle de l'ordre des médecins, c'est de faire respecter la déontologie, la confraternité. Et ces médecins-là ne l'ont absolument pas respecté. Ils ont annoncé des choses qui n'avaient aucune preuve juridique, qui n'avaient aucune preuve scientifique. Donc, nous, ce que nous demandons par ce procès-là, c'est au Conseil de l'ordre de faire respecter, de faire son travail. Et pour finir, on va parler des victimes des effets secondaires, que sont les soignants. Les soignants qui ont été suspendus, les soignants qui se sont fait piquer, qui se sont fait injecter par obligation, qui ont des effets secondaires. Ils sont les soignants, vous savez, le soignant, c'est quand même un mot, c'est soignant. Il y a beaucoup de négation et de déni dans le soignant. Et il y a des personnes qui ont des effets secondaires qui ne le reconnaissent pas. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre mon travail avant la retraite. J'étais suspendu 5 mois au début. J'ai eu la chance d'attraper le Covid, donc j'ai eu de nouveau le droit de pouvoir travailler pendant 4 mois. Et pendant ces 4 mois, j'ai demandé une disponibilité. Donc j'ai pris une disponibilité de 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai fait des petits jobs à droite à gauche pour pouvoir vivre un petit peu. Et fait amusant, j'ai fait des remplacements en intérim d'infirmiers. Infirmier, si j'avais pu faire une mission intérim dans le service d'où je venais, j'aurais gagné 1 000 € de plus par mois. C'est énorme. Voilà. Et puis on va terminer pour les activités pour l'activité du syndicat par les recours indemnitaires. Donc tous les soignants qui sont adhérents, qui veulent faire un recours, donc nous faisons un recours de principe, comme le disait Maître Guyon, et merci à lui pour son engagement, parce que depuis le début, il a soutenu des soignants. Depuis le début, Maître Cyril Zaché également. Donc ils étaient présents depuis le début. Maître Guyon a été très prudent. Il a dit faut commencer avant la fin de l'année 2024, parce qu'il parlait des 3 ans de délai. Et pour faire un recours contre l'État, on peut commencer. On a un délai de 4 ans. 4 ans après le 1er janvier de l'année qui a suivi le 4 janvier de l'année qui suit l'année de la suspension. Donc si on a été suspendu le 15 septembre, comme certains, on a à partir du 1er janvier 15 septembre 2021, on a 4 ans à partir du 1er janvier 2022.
Ça fait 1er janvier 2026, mais là, ça sera terminé. Et les recours contre les employeurs, si c'est l'employeur, c'est l'État, pour les fonctionnaires, le délai est le même. Pour les gens qui font des recours ou qui devaient faire des recours en prud'homme, c'était 3 ans. Et là, c'est brûlé. Ceci dit, le recours en prud'homme est possible, mais s'il y a gain de cause, il y aura la déduction de la durée qui a passé entre les 3 ans et le moment où Et pour tous les adhérents qui veulent faire un recours justement contre l'État, nous avons mis des commissions en place, nous aidons les gens à construire leur dossier, comme chez Solidéclat, on aide les personnes à construire leur dossier. Et c'est pas une petite chose, faut sortir tous les bulletins de salaire, faut tout énumérer, faut faire un listing après parce que sinon ça passe pas. C'est très compliqué pour calculer aussi la perte en droit à retraite, la perte en droit à avancement, toutes ces choses-là, c'est très compliqué à faire. Parce que si le juge n'a pas un dossier complet, il va le classer, il va dire non, c'est pas suffisant, c'est pas chiffré, ou alors vous avez droit à une indemnité de 500 €. Et c'est pas le but. Donc le but, c'est peut-être pas de s'enrichir avec ce procès, mais c'est d'obtenir gain de cause, d'obtenir justice, et puis de faire en sorte qu'il y ait réparation. Merci beaucoup. Donc voilà, Nancy Rizacher prend aussi les dossiers pour les adhérents suspendus de l'association sur les différents recours qui ont été présentés par Marc via le syndicat Liberté Santé. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir du coup Mathieu Dubois, président de la Victime, donc qui a beaucoup œuvré. Donc on va lui laisser pleinement la parole. Voilà, je te laisse. Merci beaucoup Cynthia. Donc, bonsoir à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Mathieu Dubois, le président de l'association à Victime, qui est basée à Moulins dans l'Allier. Bravo, en tout cas, bravo pour cette première AG, vraiment, parce que c'est jamais facile de se lancer. Et je dis bravo aussi à toute l'équipe et à toutes les personnes qui sont là, parce que c'est tous ensemble qu'on y arrivera. C'est pour ça qu'aussi, moi, je suis honoré d'être là aujourd'hui. Alors, je suis un peu fatigué, parce que je voyais, on était Paris, là, Strasbourg. Après, je repars aussi dans le sud. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Mais on rencontre des gens merveilleux. Et c'est ce qu'est le cas encore ici avec l'association On a une autre dose. Je trouve que, voilà, on se regroupe beaucoup et on se rassemble beaucoup et on se ressemble beaucoup. C'est 2 mots différents, mais pas loin. Et vraiment, ensemble, on voit que des choses bougent. Alors, à Victime, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, vous voyez, il y a 2 ans aujourd'hui, on faisait notre première réunion, on était 25. Aujourd'hui, on est 750. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup d'humanité surtout derrière, et beaucoup d'humains, et beaucoup de vies brisées surtout. Il faut savoir que dans l'association, on a 36 maladies de Charcot. Ce qui est incroyable. Le plus jeune a 19 ans. Théo, qui malheureusement a déclenché la maladie à 16 ans et demi. J'en ai toujours des frissons. Et j'ai toujours ma bibiche avec moi. Ma bibiche, c'est Mélanie, notre Mélanie d'amour, qui a eu 36 ans il y a 3 semaines, qui se bat contre cette saloperie de maladie de Charcot depuis qu'elle a été injectée. Alors, il y a eu une histoire je vais rebondir sur la pharmacovigilance. Le 30 décembre 2024, France Bleu Auvergne sort un article à 5h du matin sur X qui dit que le lien de causalité était fait avec le vaccin. Je me réveille à 7h, j'avais, je crois, 300 messages en retard qui me dit « Regarde Mathieu, ça y est, ça sort. » L'article est resté 5 heures en ligne. C'est déjà beaucoup, hein. Ouais. Je peux vous dire qu'il a fait le tour du réseau, même jusqu'aux États-Unis, au Canada, où j'en ai eu des messages. Il faut savoir que c'est remonté très haut. C'est remonté auprès du gouvernement, au ministère de la Santé, voire plus haut, et chez Pfizer. Dès le lendemain, Pfizer avait une grosse réunion avec toutes les têtes de chez Pfizer pour dire « Oulala, ça commence à sentir le mauvais ». Et évidemment, tout ça a été mis, comme vous l'avez pu voir, l'AFP a fait un très bel article, hein, alors c'est ironique quand je dis ça, en disant que le lien de causalité avec Mélanie n'a pas été fait. Sauf que c'est mensonge. Il faut savoir que
quand la pharmacovigilance déclare, pour Mélanie, c'est remonté en cas marquant, sauf que Alain et Mélanie n'ont pas eu de nouvelles, c'était remonté en cas marquant en novembre. On les recontacte en janvier, il n'y a rien qui s'est passé encore. Et il faut savoir qu'en plus, la NSM doit faire une contre-expertise avant de dire que s'il y a une causalité ou pas. Cette contre-expertise n'a jamais été faite. Et vous voyez, jeudi, on était devant la NSM. Alain a demandé un entretien avec quelqu'un de la NSM, c'était refusé. Donc, ils sont encore une fois, de toute façon, on le sait tous ici dans cette salle, que ces gens-là ne sont pas là pour nous aider, clairement. Alors, on ne dit pas forcément les employés directs de la NSM. C'est ce qu'on disait, c'est pas eux forcément qu'on vise. C'est de là-haut que ça vient, on le sait très bien. Il faut savoir qu'on a aussi des avocats merveilleux. Moi, je salue Maître Sonnet, surtout, qui est avec nous. Alors, je ne peux pas tout vous dire, malheureusement, parce que ça serait dévoiler des choses. On a eu de très belles visites ces derniers temps. On a eu Laurence Muller-Braun qui est venue nous voir à la maison, qui est ma marraine, pardon, je suis son filleul, qui est une femme extrêmement... elle est magnifique, on peut dire les choses, et œuvre dans le combat magnifiquement. Et on a eu aussi Alexandre Yancaude, qui est venu nous voir, qui a dormi... Alors, juste une petite anecdote drôle, c'est qu'on appelle avec Laurence Alexandra pour savoir si elle vient voir Mélanie et nous à Moulins la semaine d'après. Laurence a dormi à la maison, elle lui a dit que la place était très bien, était chaude, et il fallait qu'elle vienne dans l'Allier parce que ça faisait beaucoup de bien. Et apparemment, c'est ce qui a été dit à chaque fois. On a rencontré vraiment deux femmes exceptionnelles, d'une humanité sans nom, d'une simplicité surtout, vraiment. Et quand je vois encore qu'ils nous appellent et qu'ils disent que ils ne nous lâcheront pas, ça fait un bien fou. C'est quand même deux grandes personnes. On rencontre aussi des gens dans les victimes qui ont un courage fou. Je vais prendre un exemple, et je pourrais vous en donner pendant des heures. Hein. J'ai vraiment... on a toutes les saloperies qui existent sur cette terre, hein, dans l'association. Hein. Pardon de le dire, mais on a des cancers, des leucémies, des Parkinson, des gens très jeunes à chaque fois, même des noms que je ne connaissais pas, des maladies qui sont juste incroyables. Comme je dis toujours, ce sont des vies brisées pour les victimes, mais pour les entourages surtout. N'oublions pas aussi l'entourage. Je peux vous dire que dans l'association, combien de vies brisées, évidemment, en tant que victime, mais de couples, de familles, mais famille au sens large, c'est les couples, mais c'est aussi, il y a des gens qui ne se parlent plus, il y a des gens qui ont fait des choix, on en a parlé l'autre jour ensemble, mais c'est incroyable tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est temps, moi je lance toujours un message au gouvernement de dire, mais mettez-nous à votre place en fait, on est malade. On perd donc forcément nos droits de travailler, c'est ce qui a été mon cas pour moi. Je suis passé en invalidité catégorie 2 au mois de mai l'année dernière. Donc on m'a dit, Mathieu, à 39 ans, vous ne pouvez plus travailler. J'adorais mon métier. J'étais dans le transport à la demande. Moi, j'aime le contact humain et je peux vous dire que on pleure quelquefois, hein, sincèrement, et j'ai pas honte à le dire. Et en plus, on a le côté psychologique parce qu'il faut supporter tout ça. Mais je rejoins aussi également les soignants dedans. Parce que vous l'avez très bien expliqué. On est tous dans cette sphère très compliquée. Mais dans tout ça, on nous dit à chaque fois, comme on a pu nous dire, c'est dans votre tête, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Alors, je vais vous donner des bonnes nouvelles quand même. Parce que on va arrêter un petit peu les mauvaises nouvelles, on va donner de bonnes nouvelles. Déjà, nous, quand on fait les manifestations, et vous pouvez le voir aussi également, à 99%, les gens nous voient et nous disent « bravo, continuez ». Ça, je peux vous le dire, sans mentir, on n'exagère pas. On a fait une action sur une braderie de Moulins l'année dernière. Alain a cette superbe idée de dire « je vais vendre des trucs personnels et on va mettre des flyers et le roll-up de la victime pour juste se faire la publicité ». Il y a Mélanie et moi qui sommes présents. Sur la journée, on a calculé à peu près, on a eu plus de 500 personnes qui sont venues nous voir. Même à un moment donné, on bouchait l'accès à la brocante parce que tout le monde s'amassait devant nous. Et il y avait tellement de questions. Mais en plus, des gens qui étaient de passage. J'ai un couple qui vient de Lorraine, justement, qui est de passage à Moulins parce qu'il descendait dans le sud. Et il nous voit, il s'arrête, il me dit « mais bravo pour ce que vous faites parce qu'on n'en voit pas beaucoup ». Mais on commence à en voir beaucoup maintenant, enfin beaucoup. On commence à en voir un peu partout en France. Mais voilà, une chose est sûre. Et ça, je le redis à chaque fois, on ne lâchera pas. On a beau... Non, mais voilà, merci à vous. Et c'est grâce à vous toutes et tous qui sont dans la salle. Moi, j'ai dit, j'y laisserai la vie s'il faut, mais on ira jusqu'au bout. Trop de mal a été fait derrière. Voilà, vous voyez, on vient de perdre encore une adhérente, Sylvie. J'en suis encore, une femme qui avait Charcot et qui est partie en Belgique s'euthanasier. Elle nous a fait un superbe geste, et je peux le dire là aujourd'hui. Sa demande, elle a refusé des fleurs et une plaque. Elle a dit, par contre, faites un don à l'association à victimes que je faisais partie.
On a eu 500 € de dons en 2 jours. Voilà. Et je tiens à saluer ces filles que Dominique a eu au téléphone. Et évidemment, on retransmet nos condoléances les plus sincères. Et encore une vie de brisée, encore une famille de brisée. Parce qu'elle est partie, mais il reste les enfants derrière. C'est tout ça, en fait. On parle vraiment de vies, mais de centaines de milliers, des millions de vies brisées. Pour quelque chose qui ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on le dit. Moi, alors, je vais dire un chiffre qu'on m'a donné. C'est un médecin qui me l'a donné. On nous parlait de 95% d'efficacité pour le vaccin. À l'époque, vous savez, ils nous vendaient ça. Nos soeurs Castex sur TF1 nous disaient « Mais aussi, c'est sûr, vous inquiétez pas ». En fait, réellement, c'est 28%. On est loin des 95 que on nous annonçait quand même. Voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, voilà, il y a trop de mal qui a été fait. On voit de plus en plus de victimes qui commencent à sortir du bois. C'est pas facile. Marc l'a très bien dit. On a des gens qui... Moi, j'ai une dame un jour qui m'appelle, qui me dit « Ça fait 6 mois que je vous suis et j'hésitais à venir ». Je passe le pas. Mais je dis bravo à chacun et chacune, parce que c'est pas facile de se dire qu'on est victime et qu'on rejoigne une association de victimes. Moi, j'ai fait le deuil de ma vie. Une partie de moi est morte le 10 septembre 2021. J'ai pas honte à le dire, c'est vrai. Et les mots sont même pas assez forts. Il y a le Mathieu il y a une partie de Mathieu qui est parti le 10 septembre. Alors aujourd'hui, j'arrive à le dire sans pleurer, mais je peux vous dire que j'ai mis des mois avant de le dire sans pleurer, c'était pas facile. Vous voyez, on a encore pleuré cet après-midi quand j'en ai parlé. C'est ça en fait. Et vous voyez Mélanie, vous voyez ce sourire là, ici. Mélanie, elle a Charcot, elle est chez ses parents, même tirer sa couette de son lit, elle ne peut plus le faire toute seule. Vous voyez, elle garde ce sourire là tout le temps. Vous la voyez, elle se plaint jamais, et elle garde ce sourire là. Rien que pour elle, je me battrai. Rien que pour elle. Vraiment. Et tous les autres, bien sûr, parce que j'oublie jamais personne, et j'encourage, j'en profite d'être là. J'encourage les gens qui ont des effets secondaires, venez témoigner. Parce qu'on dit, voilà, on est là, on est devant nous, mais venez, plus on sera nombreux, plus on sera écoutés. Mais vraiment, j'encourage fortement les gens à le faire. Ça peut être une vidéo, ça peut être juste voilà, comme on a pu faire à la NSM, il y a 3 victimes, Tiffany, Marina, 23 ans, a parlé brièvement bien. Même Tiffany, même Léa pareil, très jeune. J'encourage vraiment tout le monde à le faire. N'hésitez pas, plus on sera nombreux, plus on sera visible, plus on aura de chance d'être écouté. Mais vraiment, je sais que c'est pas facile. On n'est pas là pour juger, on est là pour constater les choses. Ce sont des faits aujourd'hui. Après 5 ans de Covid et 4 ans, alors nous n'oublie pas les Covid longs, parce qu'il y a des Covid longs. On a quelques victimes qui n'ont pas été injectées, qui sont encore malheureusement gravement malades. On les oublie pas. Mais évidemment, les injections aujourd'hui ont fait un mal fou. Sur les 750 adhérents, on a 612 victimes. Et je vous dis, les problèmes neurologiques, c'est 90% de cas. Maintenant, on est même sur les dom-toms, et on commence à comprendre que, alors, je ne peux pas tout vous dire, on commence à avoir des contacts aux États-Unis. J'ai pas le droit d'en parler plus, nos avocats nous ont dit que je n'avais pas le droit, mais on commence à avoir des contacts ailleurs, mais même dans d'autres pays. Moi, sur mon Facebook, j'ai à peu près 300 Américains qui me suivent. On commence à avoir des Irlandais, des Écossais, des Australiens. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en œuvre, elle a très bien dit, Cynthia, on n'a pas à rougir du tout ce qu'on fait en France. Vous voyez, on a l'impression d'être très peu nombreux. Je peux vous dire qu'on est, sincèrement, aujourd'hui, on sent le soutien monter. Vraiment, ne lâchez pas, c'est pas aujourd'hui qu'il faut lâcher. Je sais que c'est pas facile, mais il ne faut pas lâcher. C'est vraiment le début, même commence maintenant. C'est maintenant que ça va bouger vraiment. Je vous le dis. Alors, encore une fois, je peux vous dire une chose, c'est que nos avocats ont demandé une action pour que les soignants aient plus de liberté. Alors, je peux pas en dire plus aussi, et que on ira jusqu'au bout aussi là-dessus, et que on lâchera pas. Voilà. Je remercie infiniment tout le monde. Bravo pour chacun et chacune d'être là. Merci. On a une autre dose. C'est pareil, des gens merveilleux. Je dis tout le temps qu'on rencontre des gens merveilleux, mais c'est vrai. Je vous jure que l'humanité, il n'est pas perdu. Ils ont voulu nous diviser, parce que vous savez ce qu'on va faire? On va les emmerder, on va se rassembler. Et ça va encore plus les emmerder. Voilà. En tout cas, une chose, merci à vous. Je dis toujours, on lâchera rien, et puis je vous aime tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous
propose de terminer là-dessus. Merci infiniment à chacun d'être là, comme dit. On est un relais local, on a plein de choses à construire, ça va prendre du temps, on a besoin de tout le monde, de toutes les compétences. Donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus pour prendre part aussi plus activement dans cette association. Et voilà, on se souhaite à tous pleine réussite pour les temps qui viennent. On lâche pas, on ira jusqu'au bout. Donc merci à tous et puis place au repas. Là, nous, on est là, nous faisons partie de l'apéro d'Aubernais. Il y a 10 personnes d'Aubernais, de l'apéro, qui sont en train de marcher pour la paix à Colmar. Et aussi, ils ne peuvent pas être là, mais on est tous ensemble. Et je suis en train de lire le roman de Charlie Dame sur la guerre des paysans, qui avait lieu il y a 500 ans. Et j'ai retenu une phrase, un gars qui se battait aussi, il a dit « Je ne lâcherai pas, parce que ce pourquoi je me bats, c'est juste. » Exactement. Bravo. Je vais rajouter une phrase, ça me fait penser à ça, elle est très bien, c'est très beau, c'est très bien dit, et c'est exactement ça. Quand on parle avec le cœur, on peut soulever des montagnes. Ça, je peux vous le dire. Et on dit toujours une phrase qu'on m'avait dit il n'y a pas très longtemps. Le bénéfice, malheureusement, aujourd'hui, bénéficie toujours au labo et jamais aux victimes. Il faut qu'on change ça. Et c'était il y a 500 ans. Il y a 500 ans, ils se sont fait massacrer. Ils ont continué et je crois, c'est peut-être pas pour rien que 500 ans après, on est encore là en train de se battre. Eh ben, je reprends notre très cher président, qui a dit « Nous sommes en guerre ». Ben, nous, on ira défier cette guerre-là pour la gagner, tout simplement. Okay. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, c'est quoi qu'il y a? Maintenant, on a un verre d'amitié, c'est ça? On va manger. Ça, c'est pas mal aussi.